Trop bonne, trop cool, c'est le podcast des gens gentils. Ceux qui disent pardon dans la rue quand on les bouscule. Ceux qui tiennent la porte à la vieille dame à la boulangerie. Ceux qui disent bonjour dans la rue sans passer pour des fous. C'est tous ces gentils-là que j'ai envie de recevoir en micro de Trop bonne, trop cool. Toutes les 2 semaines, un gentil, une gentille, où on parle de tout et de rien. Qu'est-ce que ça fait de grandir quand on est gentil ? Comment on fait pour éviter d'être sans cesse un paillasson pour les autres ? Comment on tire son épingle du jeu sans perdre justement ce qui nous caractérise le plus, notre gentillesse ? Je veux prouver aux autres que être gentil ne veut pas dire être faible et qu'on peut réussir sans être un requin. J'espère que l'épisode du jour vous plaira autant qu'il m'a plu. Je vous laisse avec l'invité du jour. Petit aparté avant le démarrage de l'épisode, je sais pas ce qui s'est passé sur les derniers épisodes enregistrés, j'ai des gros bugs techniques. Mon micro, le son est vraiment pas bon. Du coup, je suis navrée de la qualité sonore, j'essaye vraiment de m'améliorer là-dessus. Mais voilà, là, les derniers épisodes, c'était un peu catastrophique. Et en plus, vous allez voir dans cet épisode, avec Elena, on a eu énormément de micro-coupures. J'avais un faux contact dans mon micro, enfin bref, c'était un peu l'épisode catastrophique. Mais c'était tellement chouette tout ce qu'on s'est raconté que j'ai quand même envie de le sortir. J'espère qu'au montage, ça sera quand même audible. N'hésitez pas à me faire un retour aussi sur ce que vous en avez pensé. Voilà, petite parenthèse de gentil qui vient sur la pointe des pieds en disant « Désolé, niveau technique, c'est pas ça, mais j'essaye de m'améliorer. » Bon épisode! Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Trop bonne, trop cool. Aujourd'hui, je suis super contente et j'ai un peu l'impression de la connaître parce que je la suis sur les réseaux. Donc ça fait toujours un petit truc de voir les gens en vrai. Bon, même si on n'est pas réellement dans la même pièce, mais voilà, ça fait toujours un petit truc de voir des créateurs de contenu un petit peu dans la vraie vie. Bonjour Elena. Bonjour, ça va ? Ouais, ça va et toi ? Je suis super contente d'échanger avec toi aujourd'hui. Vraiment, merci d'avoir accepté l'invitation. Bah merci à toi Léa, c'est avec plaisir. Apparemment, la thématique te parlait, donc c'est vrai que tu transpires la gentillesse sur les réseaux sociaux. Enfin, moi, je te suis notamment beaucoup sur TikTok. Et du coup, je me suis dit, il faut que j'invite Elena. Je trouve que t'es hyper authentique et hyper, je sais pas, tu dégages un truc hyper naturel. Et franchement, ça fait grave de bien. Bah ça me touche de ouf, ce que tu dis, ça me met même les larmes aux yeux. Moi, en vrai, déjà, je suis hyper émotive, donc voilà. Mais non, ça me touche beaucoup. C'est vrai que j'aime bien quand les gens disent que j'ai l'air gentille parce que en fait, c'est pas si souvent que ça. Parce que j'ai une première approche qui est un peu froide, mais parce que en fait, j'ai vachement besoin de cerner les gens, dans la vraie vie en tout cas, avant de pouvoir être moi-même et tout ça. Et puis pour moi, c'est super douloureux quand on me dit que je suis pas gentille et des trucs comme ça, parce que pour moi, c'est quelque chose de super important. Donc merci, je suis contente que c'est ça que tu vois à travers les réseaux sociaux. Franchement, moi après j'associe beaucoup la gentillesse avec l'authenticité. En fait, tu fais pas semblant d'être quelqu'un d'autre et du coup, je trouve que ça prouve le fait que t'es pas là pour être quelqu'un d'autre que juste toi-même. Et même si tu vois, tu disais que tu pouvais paraître froide de prime abord, mais c'est peut-être avant aussi de faire confiance aux gens et tout. Et franchement, je comprends tout à fait. Et pour le coup, c'est pas du tout ce que moi j'interprète, en tout cas quand je vois ton contenu. Et je trouve que t'es quelqu'un aussi qui permet de déculpabiliser beaucoup de sujets, notamment le célibat, les applis de rencontre. Je sais que c'est un sujet que tu traites beaucoup sur TikTok, et je trouve que ça fait grave de bien, tu vois, d'avoir une fille qui partage juste son expérience sans essayer d'enjoliver ton quotidien ou quoi. Donc c'est pour ça aussi que je trouve que tout ça, ça m'appelle des traits de caractère de gentillesse en tout cas. Bah, c'est trop chouette, j'aime bien cette idée de la gentillesse et aussi l'authenticité. Et ça, pour le coup, c'est bien un truc qui me qualifie, c'est que je fais pas semblant, quoi. Ouais, ça se voit. Je sais pas mentir, mais parce que aussi je n'ai pas la volonté de mentir. Bon, après, évidemment, sur les réseaux sociaux, je montre pas toute ma vie, je montre Bien sûr. 10e de ma vie, il y a plein de choses que je partage pas. Mais tu vois, je vais toujours dire, bah en fait là, par exemple, je suis pas bien, bah je vous le dis, je suis pas bien, donc je vais moins être là, etc. Et en fait, ce serait pas moi d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Enfin voilà, je travaille énormément, je dirais quotidiennement, vers une quête de l'alignement. Alors l'alignement, il est jamais parfait, il est jamais, c'est jamais un truc que tu as tout le temps. Mais en tout cas, enfin voilà, merci, ça fait plaisir. Avec grand plaisir, et je trouve que tu es vraiment dans cette mouvance-là des créatrices de contenu, justement, comme tu disais, qui assument quand ça va moins bien, mais qui essayent aussi d'embarquer un peu, je trouve, la communauté avec trouver des solutions, tu vois, pour aller mieux, qu'est-ce que tu as mis en place, tu vois, sans dire que tu es une psychologue, un coach de développement personnel ou quoi que ce soit, mais en tout cas, on voit que tu traverses des
étapes dans ta vie qui sont importantes et du coup, bah, tu as cette honnêteté-là de dire, bah voilà, il y a des trucs qui sont plus ou moins bien passés et Ouais. comment je suis passée au-delà de ça, qu'est-ce que j'ai mis en place qui m'a fait du bien à moi et voilà. Je trouve que on est dans une nouvelle ère des réseaux sociaux. Enfin, je sais pas toi comment tu le vois, mais je trouve qu'on est dans un truc où les gens sont beaucoup plus décomplexants que pouvaient l'être, tu vois, il y a quelques années où c'était tout lisse, tout parfait, où moi, tu vois, à l'époque, je me suis désabonnée de beaucoup, beaucoup de créateurs et créatrices de contenu parce que ça me foutait des complexes, quoi, tu vois. Alors que là, j'ai l'impression que depuis peut-être le Covid, ça a fait un truc où les gens se sont plus rendus compte de la vraie vie à travers les écrans et tout ça. Et du coup, voilà, t'es dans cette mouvance-là, en tout cas, je trouve. Ouais. Bah écoute, bah trop cool. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup sur Instagram, beaucoup de contenus qui sont très léchés, très travaillés, avec un peu genre les trucs parfaits où t'as pas vraiment justement qu'il y ait d'authenticité. Mais il y a aussi effectivement beaucoup de comptes. Mais en fait, pour moi, ça vient dans la mouvance. Enfin, ça vient dans la révolution féministe qu'on vit depuis MeToo qui fait qu'en fait, on est beaucoup plus de femmes à assumer qui on est, à dire, bah, en fait, c'est comme ça que ça se passe, mais ça se passe comme ça parce que aussi, on a fait le travail derrière de comprendre ce qui se passait, de déconstruire des choses, d'être en déconstruction permanente, et puis, enfin, tu vois, tu disais que je parle beaucoup de développement personnel entre guillemets. Je pense que je me permets aussi ça parce que j'ai des années de travail thérapeutique derrière moi que je me positionnerai jamais en tant que pro coach machin etc parce que c'est pas ma formation, c'est pas mon métier, mais en tout cas d'en parler comme j'en parle et de parler des apprentissages et des moments difficiles etc, je me dis bah je me permets de le faire parce que parce qu'en fait je suis dans un process d'apprentissage depuis des années et qu'il y a plein de choses que j'ai compris, et je me dis si ça peut servir à d'autres personnes que moi et bah tant mieux quoi. Ouais, mais je trouve que c'est vraiment ça. Enfin, pour le coup, tu arrives bien à traduire tout ça. C'est juste ton quotidien, ce que tu traverses et puis, prenez ce qu'il y a de bon à prendre pour vous et en fait, Ouais. tu fais pas une, vérité vraie, tu vois? C'est pas tu prêches pas la bonne parole en mode: «Je vous dis que c'est ça, il faut faire comme ça». C'est juste, bah, moi, en tant que Elena, j'ai Oui. traversé ça, j'ai vécu ça comme ça et après, si en effet, ça peut faire du bien à quelques personnes qui se retrouvent dans ton contenu, bah, je trouve que tu as tout gagné, quoi. Pour le coup, je trouve que c'est le meilleur des mondes. Enfin, en tout cas, sur les réseaux sociaux, je trouve que c'est vraiment cool et je te retrouve sur le côté Instagram et côté lisse. Moi, c'est vrai que je consomme beaucoup plus du TikTok que de l'Instagram. Pour le Ouais. coup, moi, les réseaux sociaux, c'est mon métier. Je suis social media manager, donc je passe ma vie sur les réseaux. Mais Instagram m'a un peu plus dégoûté ces derniers temps que TikTok. Tu vois, je trouve qu'on est plus dans parler comme si tu parlais à des copines, quoi. Alors que Instagram, je trouve qu'il y a plus de barrières, ce qui est pas vrai avec tous les créateurs, créatrices de contenu, hein, mais en tout cas, on peut en retrouver davantage sur ce réseau-là, je trouve. Bah, c'est sûr que TikTok, c'est un réseau qui offre la possibilité d'être beaucoup plus spontané parce que t'as pas besoin de faire des contenus beaux. Alors, il y en a qui vont C'est prendre vrai. le parti de faire ça parce que c'est quelque chose qui leur correspond davantage, mais c'est pas un réseau social du beau, c'est un réseau social du brut. Ouais, c'est vrai. Et donc, du coup, tu peux trouver à la fois des choses qui sont hyper intéressantes, des féministes, des philosophes, des sociologues, etc., des créatrices de contenu qui vont faire du contenu genre de super bonne qualité, mais en même temps hyper vulgarisé, dans des formats hyper courts, etc. Mais c'est aussi la porte ouverte à des trucs qui sont hyper flippants. Donc, enfin, encore une fois, il y a de tout et j'ai l'impression que TikTok, justement, il y a zéro limite, zéro réglementation, zéro cadre, etc. Donc, tu peux trouver des trucs fabuleux comme des trucs fabuleux, pardon, comme des choses qui sont complètement flippantes. Ouais. Après, je pense que moi, du coup, je suis Oui. tu vois, dans ma bulle de bonheur, bienveillance et tout, et j'ai construit tu vois, mon algorithme, pour le coup, l'algorithme est bien rodé, et donc, je sors pas de cette boucle-là, et en effet, des fois, je vois des trucs, je me dis, mais je veux pas du tout ça sur mon truc TikTok. Donc, en effet, c'est parce que je l'ai construit, et c'est en le consommant qu'on s'enferme dans une case. Après, ce qui est cool ou pas cool, hein, mais après, moi, ça me va de pas être heurté par des trucs que je veux pas voir, tu vois. Non, non, je comprends. On est bien dans notre bulle de bienveillance et de bisounours et tout ça, voilà. Moi, j'essaye de pas trop en sortir. Je comprends. Après, moi, c'est vrai que je suis pas. Enfin, tu vois, sur TikTok, bah oui, l'algorithme, c'est un algorithme qui va forcément te ressembler. Parce que l'algorithme TikTok, comme tu le disais, il est super bien fait et il comprend très vite ce que tu vas aimer. Moi, j'ai beaucoup de contenu féministe. Et donc, souvent, je vais tomber sur des trucs où je me dis, waouh, on est dans la merde.
Mais en même temps, ça sert à ça et je pense que, enfin voilà, c'est pas pour rien que c'est aussi le réseau d'information numéro un dans le monde devant Google. Donc, voilà. Je pense que en fait, comme tous les réseaux sociaux, il faut savoir l'utiliser, il faut savoir mettre des limites, il faut savoir aussi que. Je pense que c'est quand même important d'avoir conscience du fait que, comme tu disais, la bulle que tu as, les contenus que tu as, c'est loin d'être tous ceux qui sont vus par tout Ah le mais monde. clairement, ouais, oui, c'est sûr. En dehors de ton monde, il y a d'autres mondes qui sont diamétralement opposés au tien. Et ouais. Et comment, enfin voilà. Et je comprends hein, qu'on a envie de s'en protéger. Moi, je me protège de ouf de ces trucs-là. Mais tomber sur un truc, enfin, là, en ce moment, il y a tous les trucs autour de Gérard Depardieu, tout ça qui sont horribles. Mais bon, voilà. Et après, tu vois, je me dis, nous, enfin voilà, on a l'âge de pouvoir choisir comment on les utilise, mais je me dis, tu vois, des jeunes filles qui traînent là-dessus, ça, à la limite, tu vois, ça me fait peur pour elles, parce que nous, enfin, moi, je sais pas, j'ai grandi, tu vois, j'ai 30 ans, donc j'ai grandi dans les années, allez, entre 90, début 2000 et tout ça. Moi, j'avais pas du tout accès, enfin, ça existait pas tout ça. Et je me dis, Tess, comment tu grandis maintenant en étant adolescente, en traînant toute la journée, tu vois, sur des trucs comme ça. Et je sais pas, tu vois, j'ai du mal à me représenter ce que une fille de 13 ans, ce qu'elle peut voir sur son fil TikTok. Et bien sûr, elle n'est pas censée être là, mais on sait très bien que la plupart des adolescents, ils ont aussi accès à tous les réseaux sociaux. Et je me dis, c'est comment tu contrôles ça, tu sais, notamment quand t'es parent, quoi, ça fait flipper de ouf. Honnêtement, oui, ça fait flipper de ouf. Et c'est sûr que moi, je me dis, quand j'avais 13 ans, j'étais. De toute façon, j'étais naïve à peu près jusqu'à mes 27, 28 ans. Donc bon, à 13 ans, je te laisse imaginer. Et c'est juste que. Je dirais que en fait, j'ai quand même de l'espoir dans le fait que globalement, la pop culture sensibilise beaucoup à des questions qui sont très importantes sur le consentement, sur le féminisme, sur l'égalité, sur toutes ces choses-là, la justice sociale, etc. Que tu as plein de séries, tu as plein d'artistes qui sont très engagés autour de ça, qui sont des modèles que nous, on n'avait pas quand on était adolescente. Parce que j'ai 32 ans, donc même génération. Et donc du coup, c'est ça qui me donne de l'espoir. Et puis à chaque fois que je parle à des personnes plus jeunes que moi, que ce soit dans la vingtaine ou adolescentes, je me dis, bon, il y a quand même des choses qui changent, etc. Mais voilà, encore une fois, il y a des choses qui changent, qui évoluent, mais il y a aussi des choses qui évoluent dans le mauvais sens. Typiquement, je vais te donner un exemple que j'ai vu ce matin sur TikTok, où c'est un média féministe qui dit qu'en gros, il y a une question qui avait été posée sur un compte TikTok hyper connu. Oui, si on levait toutes les réglementations et toutes les lois pendant une journée, qu'est-ce que tu aurais envie de faire? Et que les réponses, c'était pas genre braquer une banque, voler une voiture, etc. Les réponses, c'était je veux violer quelqu'un. Ah, punaise. Ah, ça me fait des frissons, c'est Et horrible. qu'en fait, et qu'en fait, ils faisaient une référence à Griffith, qui est en gros un manga dans lequel il y a une scène où il y a un viol hyper violent. Et en fait, il faisait que des références à ça, sans mettre le mot viol, parce que c'est. Oui, après, par l'algorithme, oui. Et en fait, ils ont regardé toutes les réponses, et il y avait énormément de jeunes ados dans ces réponses-là. Donc du coup, tu te dis, ok, donc d'un côté, en fait, tu as des personnes qui sont de plus en plus conscientes, de plus en plus cultivées, de plus en plus sensibles à énormément de choses, et de l'autre, tu as un monde parallèle où c'est genre tout l'inverse, et c'est hyper violent. Et moi, souvent, en fait, je trouve que c'est archi flippant, et je ne sais absolument pas comment considérer ça. Et en vrai, enfin, ça m'est arrivé même dans ma bulle, non, dans mon entourage personnel, d'être confrontée à un discours, comment dire, un discours enfin pro, oui, non, si, c'était un discours pro viol dans le couple. Bah, pour la femme, c'est un devoir d'assouvir les besoins de son mari. Et pareil, en fait, je me suis complètement effondrée en me disant: «Mais comment est-ce que c'est possible qu'on ait des visions du monde si différentes?» Et après, j'essaye de relativiser en me disant:
Ouais, mais en fait, Elena, la bulle que tu t'es créée, c'est ta bulle à toi, et cetera. Il faut que tu te rendes compte que genre, c'est pas des généralités, c'est pas tu vois, je pense que c'est important de rester ouvert sur ce qui se passe en dehors de tes convictions, de tes valeurs, de toutes ces choses-là. Parce que j'ai l'impression que souvent, ce sont ces choses-là qui crient plus fort et Ouais, qui c'est vrai qu'ils font plus de bruit, ouais. ouais. Et, et tu vois, genre, rien qu'un autre exemple, Gérard Depardieu et ses films font plus de bruit que les meufs qui vont aller porter plainte contre lui, quoi. Pareil avec l'homme pâle qui va aller remplir des zéniths alors qu'il a des dépôts de plainte pour viol. Bon, après ça, c'est de la dissonance cognitive, etc. On fait une énorme digression qui est pas Non, sur non, mais ça fait partie aussi de ce que tu es et c'est important d'en parler, donc je trouve ça intéressant. mais voilà, donc toutes ces choses-là, c'est ouais, comment vivre dans un monde où les convictions peuvent être si diamétralement opposées? Et pour revenir sur la thématique de la gentillesse, est-ce que tu as envie d'être gentil avec tout le monde, tu vois? Ouais, bah, c'est une question que j'allais te poser justement face à ces personnes-là, bah, du coup, ne serait-ce que, par exemple, la personne qui parlait de viol conjugal, comment tu réagis dans ces cas-là? Est-ce que déjà tu réagis? Est-ce que tu dis quelque chose? Ou enfin, tu vois, moi, j'ai du mal aussi à me positionner face à ça. Je suis tellement dans le truc où, moi, je fuis le conflit et le débat parce que j'ai l'impression que, soit c'est pas mon rôle et je suis pas à ma place, soit, on va tellement me marcher dessus que, tu sais, ça va trop me heurter moi niveau, feeling, enfin niveau sentiment, niveau, ouais, émotion et tout, que je préfère me préserver aussi, mais d'un côté, ça me saoule de pas réagir. Enfin, tu vois, je suis vraiment dans l'entre-deux où d'un côté, j'aurais envie de réagir, mais de l'autre, je suis en mode: «Ouais, mais est-ce que je suis vraiment légitime de le faire? Est-ce que je vais avoir les arguments pour?» Et s'il commence à crier plus fort que moi, tu le disais, bah, je vais me taire, quoi. Parce que, bah, moi, déjà, je vais me mettre à pleurer 100 c'est sûr, ce que je chiale d'un rien et du coup, tu sais, ça perd, aussi de sa crédibilité quand, l'autre commence à pleurer et tout et ça m'embêterait, en fait, de qu'il y ait une personne comme ça me voit dans cet état-là, quoi. Ouais, mais ça, c'est en fait, enfin, je comprends complètement tout ce que tu décris parce que c'est des choses que j'ai moi-même vécues et que je vis encore, parfois aujourd'hui. Tout ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'en fait, on est dans un système patriarcal qui fait que dès que tu montes tes émotions, donc en particulier quand tu es une femme, dès que tu vas pleurer, dès que tu vas te mettre en colère, on te décrédibilise tout de suite et on t'écoute plus et en fait, on va mettre l'attention sur le fait que tu ne sais pas contrôler tes émotions, donc ce que tu dis n'a aucune valeur. Hem Et c'est super dur. Ouais, c'est hyper dur. Et c'est super injuste parce que au contraire, tu vois, quand toi tu dis: «Je me mets à pleurer super facilement», en fait, c'est ça qui devrait avoir de la valeur. C'est le fait que tu pleures parce que tu es convaincu de ton truc, parce que tu as envie de défendre ton truc, c'est ça qu'on devrait écouter, tu vois? Et en fait, non, on va écouter le grand gaillard, qui est en face de toi et qui est stoïque. Et c'est d'une injustice de fou. Je me suis souvent enfin, j'ai été souvent confrontée à ce genre de situation et c'est terrible. Moi, j'ai vécu ça, comme si on me démolissait, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Puis ouais, tu as vraiment un sentiment d'injustice. Tu vois, sans parler d'aller si loin, moi, par exemple, j'ai un client il y a quelques années, je lui explique que, en gros, il arrêtait pas de m'appeler, il était plus de 20 heures et tout. Et donc, à un moment donné, j'ai décroché le téléphone et je lui ai dit: «Écoute, tu peux pas m'appeler à cette heure-là parce que ça, moi, c'est pas comme ça que je fonctionne avec mes clients». Et tu sais, j'essayais d'être un peu ferme parce qu'en plus, je savais qu'il avait tendance à abuser. Et là, tout de suite, il me dit: «Oh là là, mais Léa, faut pas réagir comme ça, mais tu t'entendrais, t'as l'air ridicule». Et là, je me suis dit: «Ah putain, c'est pas vrai» et donc horrible et tu sais, j'ai raccroché et j'étais trop, 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 trop mal et je me suis dit: «Merde», il m'a remis à ma place de petite fille qui avait osé hausser le ton, tu vois? Et je me suis dit: «Mais oh, merde, tiens», tu sais, ça rien que de le raconter, ça me fait des frissons. Je me suis sentie tellement mal, C'est tu sais, je me horrible, suis dit: «Mais c'est horrible». c'est hyper infantilisant. En fait, il Exactement, exactement. a utilisé classique enfin, tout le classique des mecs qui ont envie d'être dans la domination. Mais c'était ça, ouais. Il a décrédibilisé ce que tu disais, en te rabaissant et en t'humiliant. Exactement. Et ça, ouah, c'est super dur. Moi, j'avoue que, hem, disons que quand je m'énerve pour un truc, je m'énerve, tu vois? Et quand je enfin, après mettre des limites, enfin, tu vois? Parce qu'en fait, ce que tu as fait auprès de ton client, c'est tout simplement mettre une limite. Ouais, c'est ça, mais qui lui ne n'a pas respecté, hein.
Et c'est son problème de pas la respecter, tu vois. Toi, tu l'as mis, s'il la respecte pas, c'est son problème à lui, c'est pas le tien, tu vois. Et ça, le sujet de mettre des limites, c'est un sujet qui est un peu tricky pour moi parce que j'ai appris il y a pas très longtemps à en mettre et ça reste, parfois je Ouais, c'est un peu flou. Ouais, ouais, je comprends. tâtonne un peu dans mes relations personnelles, dans mon intimité, j'ai appris très tôt à en mettre. À la fois un peu trop tard, mais tôt aussi. Plutôt qu'en tout cas, le fait d'en mettre dans mes relations professionnelles. Et en fait, hem, j'ai appris, grâce à un accompagnement, avec une psy géniale, j'ai appris en début d'année que c'est pas parce que je mettais des limites que j'étais plus gentille. Parce que moi, dans mes relations professionnelles, j'ai reproduit plusieurs fois un schéma de harcèlement moral, où je devenais la grosse, victime, d'une personne qui s'acharnait contre moi. Après toute une période où moi, je prenais énormément sur moi, je disais oui à tout. En gros, j'étais trop gentille, tu vois? Ouais, ouais, je vois tout à Je fait, mettais ouais. pas de limites et parce que j'ai pas mis de limites, ensuite ça allait vers vers des trucs toxiques. Hem et donc du coup, ce sujet-là, il est assez, délicat pour moi. Fluctuant. J'essaie de temps en temps, mais je vois que je recommence parfois mes petits, Ouais, 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 je vois tout à fait. Et mmh. ça, du coup, tu penses que comment on fait justement? Parce que moi, j'ai un peu ce défaut-là et je pense il y a plusieurs auditrices et auditeurs qui nous écoutent qui sont dans le même cas. Tu vois, une fois que. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, une fois que t'as pas mis tes limites, limite, c'est trop tard parce que t'as dit oui à tout et au bout d'un moment. En fait, moi, ce qui me saoule, bah, j'avais vu un exemple sur. Je sais plus qui c'est qu'en parlait, mais en gros, je crois que c'était Caroline Mignot. En gros, tu dis toujours oui à tout et il y a un moment donné où tu dis non, la personne va te dire oh là là, elle abuse de dire non et tout, alors que quelqu'un qui dit toujours non et qu'à un moment dit oui, il dit oh là là, il est vachement sympa d'avoir accepté et tout. Et du coup, ça m'a rendu ouf parce que je me suis dit, mais merde, moi je suis vraiment dans ce cas-là où je vais attendre que la cocotte minute se remplisse, tu vois, genre à un moment donné, ça va être trop haut et au bout d'un moment, je vais dire bah non, là clairement, je peux pas. Et on va me dire oh bah t'abuses, Léa, et je vais être en mode putain, mais j'ai dit oui toute l'année et là, il y a un truc où je dis non et je me dis, est-ce que c'est parce que c'est ma faute? Enfin, non, on va jamais dire se mettre en. Enfin, c'est jamais ma faute, mais est-ce que j'aurais dû mettre des limites plus tôt? Enfin, tu vois, je me pose aussi ces questions-là et je te demande pas une réponse, hein, je sais que toi aussi, c'est en construction, tu vois. Mais non, mais oui, et c'est pour ça que je me dis, est-ce qu'on devrait pas arriver un peu plus serein au début et dire, bah voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne. Enfin ça. Là, je pourrais pas y aller parce que soit j'ai pas envie et que du coup par rapport au boulot notamment, bah ce sera pas dans ma prestation ou ce sera pas dans mon contrat de travail et tout. Ou est-ce qu'on laisse un peu le flou s'installer et au bout d'un moment, tu vois, je me pose beaucoup de questions sur ça en ce moment. Ouais, bah, en fait, une chose est sûre, c'est que c'est clair que c'est très mal vu quand tu as dit oui à tout, d'un coup non. Et même toi, en fait, tu as dit comme tu le dis, tu as dit non à un moment où ta jauge, elle était déjà, sur le point d'exploser et du coup, même pour toi, en fait, c'est pas OK de pas avoir dit non avant Ouais, c'est vrai, c'est vrai. et du coup, je dirais que ouais, en fait, ça, c'est un truc, un exercice que j'essaye de faire, c'est avant de dire oui, tu dis plutôt: «Je réfléchis et je te réponds». J'ai réussi pendant quelques mois là, je pense qu'il faudrait que je m'y remette un peu. Un petit rappel, ma psy, elle me l'avait dit aussi, parce que moi, je suis quelqu'un de terriblement enjoué et des fois, mon côté trop, tu vois, je suis toujours enthousiaste pour tout. Mon côté vraiment enthousiaste me porte défaut parce que j'ai tendance à dire oui tout de suite. Et ma psy m'avait dit, bah, c'est exactement ce que tu disais. Léa, pensez d'abord à réfléchir et même si vous êtes emballé, vous dites, bah, écoute, je réfléchis et je reviens vers toi. Et du coup, c'est vrai que c'est un travail que j'oublie souvent et c'est dommage, tu vois, il faudrait que j'arrive à me l'appliquer un peu plus de manière un peu plus robotique, quoi. En fait, c'est exactement ça, c'est que moi, sur le coup de l'impulsivité, je vais me dire: «Allez, ouais, vas-y, c'est trop bien et tout ça». En vrai, en fait, je pense que l'année dernière, enfin, en gros, ouais, de 2022-2023, début 2023, j'ai eu une relation professionnelle qui s'est extrêmement mal passée, qui m'affecte encore aujourd'hui. Hem, Où en fait, je m'emballais pour tout. J'étais genre à fond, hyper engagée, mais de toute façon, enfin, j'ai un tempérament où globalement, je suis très à fond dans tout ce que je fais. Heu, mais du coup, bah, ça, en fait, pareil, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que j'ai dit: «Oui, oui, oui, allez, j'y vais, j'y vais, j'y vais» et puis un jour, ma jauge, elle était genre, en trop plein et j'étais en mode: «Non, non, Allez. non, je peux plus, je peux plus». Bon et puis
coup, en fait, j'avais commencé à avoir, enfin, là, commençait le harcèlement moral et donc du coup, j'étais un peu en mode: «Je veux plus parce que je veux plus bosser avec toi», Ouais, bien sûr. à dire à ce moment-là. Hem et qu'est-ce que je voulais dire? Non, tout ça pour dire que je pense que, enfin, en ce qui me concerne, cette expérience a été un peu l'expérience, de trop, mais qui en même temps m'a fait prendre conscience que, OK, là, il faut vraiment que j'arrête, ça. Donc du coup, aujourd'hui, je dirais que ce qui a changé dans ma vie par rapport au fait de dire oui ou de dire non, c'est que je vais plus souvent dire non. Ça, je le remarque. Surtout parce que, je n'ai plus, je ne me retrouve plus dans des situations où j'ai des surcharges de travail, et j'ai des où je m'en sors pas et hem et je suis en surmenage et tout ça. Je me retrouve plus dans des situations comme ça. Ah oui, aussi, lié au monde professionnel, j'ai fait un burn-out il y a 2 ans et demi. Ah oui, quand même, ouais. Ouais, oui. Donc du coup, il y a toutes ces expériences-là qui ont fait que je me suis dit: «Il faut quand même changer les choses au niveau du Ouais. boulot». Je pense qu'aussi, tu vois, là, je travaille pour une entreprise dont les locaux sont à Berlin. Moi, je suis à Paris, donc je travaille de chez moi. Alors bon, évidemment, il y a plein d'inconvénients à travailler de chez soi, mais il y a le gros avantage que tu peux plus facilement dire non, et que tu te protèges et que tu prends plus de recul et tu prends plus le temps de prendre des décisions sans être dans l'impulsivité et cetera et cetera. Donc pour ces choses-là, c'est pas mal et et puis, tu vois, je le vois, hein, enfin, moi, assez rapidement, tu vois, bah, je m'occupe, par exemple, du compte TikTok de la marque. Très Ouais. rapidement, j'ai dit: «Je ne publierai pas vos vidéos le soir à 20h». Mmh. Et du coup, c'était une première limite que je mettais et j'étais complètement à l'aise avec ça et pour autant, bah, en fait, c'est pas ça qui a fait, enfin, c'est pas ça qui a fait qu'on ait dit: «Ah Léna, elle est méchante». Non, Ouais, ouais, je suis d'accord. Ouais. je défends ma santé mentale. Si tu veux que je puisse, avoir de l'endurance et continuer à apprécier ce boulot-là, bah, je mets des limites très rapidement. Et puis je pense qu'il y a aussi autre chose qui a changé. C'est sûr que j'aime bien qu'on me dise que je suis gentille, mais je crois que je commence de plus en plus à m'en foutre si on me dit que je suis pas gentille. Ah ouais, c'est intéressant, c'est hyper intéressant. Parce que je me dis que si on trouve que je suis pas gentille, bah, Tant pis. tant pis, pour toi. Bah, c'est cool, ça veut dire que tu as fait un vrai travail parce que moi, je crois que je suis encore dans l'entre-deux où, tu vois, j'ai encore ce défaut-là d'être people pleaser et d'avoir envie que les gens m'aiment parce que franchement, je sais pas, j'ai beau chercher, j'ai pas une réponse, tu vois, écrite en mode: «Je veux que les gens m'aiment parce que ça». Je sais pas si c'est parce que je manque de confiance en moi ou franchement, j'ai pas de réponse, mais je me dis: «J'ai quand même envie qu'on m'apprécie» et des fois, c'est douloureux. Je me dis: «Mais en fait, je m'en fiche qu'un tel ou une telle m'apprécie» et donc je pense que je suis un peu dans l'entre-deux qu'à un moment donné, ça va basculer de l'autre côté, tu vois? Non, mais je comprends. Après, moi, enfin, je vois, j'ai été en couple et j'ai des amis qui sont des people pleasers et je vois ce que ça leur fait. Moi, c'est vrai que j'ai jamais été, enfin, je pense que je peux affirmer le fait que j'ai jamais été quelqu'un qui a envie de faire en sorte de faire plaisir à tout le monde. Ouais, c'est cool. Mmh. Moi, j'ai envie que mon entourage, mes amis, soient confortables quand ils sont avec moi. Dans ma manière de les accueillir, dans ma manière d'être et cetera. Ça m'arrive évidemment de faire des erreurs, mais je suis pas enfin, je me suis jamais dit, même je pense depuis toute petite, que je suis là pour faire plaisir aux gens. Si j'ai des choses à dire, je vais les dire. En fait, mais en même temps, bah, ouais, j'aime bien quand on me dit que je suis gentille, quoi, tu vois? J'aime bien parce que tout est un peu, tu sais, contradictoire quand on en parle et qu'on met des mots dessus. On se dit: «Merde, ça va pas avec ça va pas avec ça», mais d'un côté, c'est comme ça qu'on est aussi, tu vois? Ah oui, c'est comme ça qu'on est aussi et puis, moi, je pense aussi qu'il y a une certaine subjectivité à la gentillesse, et puis qu'aussi, tu peux côtoyer des personnes qui vont être dans une difficulté dans leur vie, peu importe les raisons et cetera et qui, du coup, vont faire une espèce de miroir par rapport à toi et verront pas, en fait, la gentillesse que tu as, mais verront d'autres choses et du coup, sur le moment, vont pas te considérer gentil, tu vois? Enfin, Mmh, c'est un vrai. truc qui ouais, je sais pas. Ah, j'ai pas ah, c'est
Ah, c'est intéressant et justement, c'est une question que je pose souvent en début de podcast. Là, on a digressé, mais c'est cool, hein, c'est hyper, hyper chouette. Justement, je voulais te demander, toi, dans ta vision, comment tu définis la gentillesse? Si, par exemple, quelqu'un vient te voir demain et te dit: «Je sais pas ce que ça veut dire être gentil ou gentil», comment tu lui fais, c'est quoi la définition dans ton dictionnaire à toi? Bah, je vais donner un exemple concret. Vas-y. L'autre jour, j'étais en train de chercher mon cabinet vétérinaire et je le trouvais pas et j'étais en mode: «Putain, il est où? Ah merde et tout!» Et là, il y a un papy qui est passé à côté et qui a dit un truc: «Oh, vous avez l'air perdu, vous avez l'air perdu madame. Est-ce que je peux vous aider?» Et après j'ai levé la tête et je l'ai regardé et j'ai fait: «Ah mais il est là le cabinet vétérinaire. Ah c'est bon». Et il m'a dit: «Bah voyez en fait, comme vous levez la tête, tout va mieux». Genre, pour moi, c'est ça la gentillesse, en fait. Pour moi, c'est comme si c'était envoyer des petits rayons de soleil à quelqu'un. Ah, c'est trop chouette comme définition. Ouais, c'est pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal, franchement, c'est pas mal, j'aime bien. Parce que tu vois, il y en a dans tous les épisodes, il y en a beaucoup qui me disent, justement le côté, penser aux autres avant de penser à soi et tout ça et toi, j'aime bien ce truc-là de donner des rayons de soleil à quelqu'un. Je trouve que c'est une jolie définition et que c'est apporter du bon à quelqu'un dans la rue que, si tu peux l'aider, file-lui un coup de main et je trouve qu'en effet, ça en plus pour moi, c'est de la vraie gentillesse parce que bon après sauf, cas contraire, mais les gens en général, ils attendent rien en retour. Tu vois? Juste, moi je sais que quand j'aide quelqu'un dans la rue, c'est peut-être très égocentré ce que je vais dire, mais ça m'apporte du bon aussi à moi parce que je vois que je l'ai sincèrement aidé et du coup, tu sais, ça me galvanise d'un truc de me dire: «Ah yes, j'ai fait une bonne action» et tu sais, même moi, ça me rend plus joyeuse que peut-être je pouvais l'être il y a 10 minutes donc en vrai, je pense que c'est un bon truc de réciprocité, quoi. Bah, ce que tu décris, c'est ce qui stimule, beaucoup les personnes qui sont engagées dans des associations en tant que bénévoles. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Vraiment ce truc de genre, je donne du temps, mais ça m'apporte à moi aussi. Moi, je dirais que je le vis autrement dans le sens où, en fait, je suis tellement, enfin, j'ai une empathie très importante et que enfin, j'ai beaucoup de mal à supporter de voir quelqu'un dans la détresse ou pas bien, et cetera. Et donc du coup, dès que je vais voir, bah, bon, on reste sur cet exemple de la rue, mais ça m'arrive très souvent, genre quand je vois quelqu'un qui a l'air perdu, d'aller dire: «Est-ce que je peux vous aider?» Ou quand je vois, je sais pas, des gens dans des supermarchés, des vieux qui ont du mal à porter leurs trucs, je vais leur chercher des machins, des trucs comme ça. Parce qu'en fait, je me dis: «Bah, moi, ça me coûte rien» et en fait, ça me permet de soulager sa peine à un moment, tu vois? Ouais, ouais, j'avoue. Mmh. Que la personne soit rassurée ou de lui apporter un sourire, tu vois? Une nana qui pleure, tu sais pas pourquoi, mais tu lui apportes un mouchoir. Enfin, moi, ça m'est arrivé qu'on me fasse ça, ça m'est arrivé de faire ça. Voilà, c'est des petits rayons de soleil que tu envoies aux gens et pour revenir sur ce que tu disais, la définition que beaucoup de personnes vont donner, genre, c'est penser aux autres avant de penser à soi. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Ouais, ouais, mais c'est bien, tu une autre vision de la gentillesse et je trouve ça trop bien, ça complète ma palette de gentil, tu vois? Moi, je suis pas d'accord avec ça parce que je pense que pour pouvoir penser aux autres et pour pouvoir être là pour les autres, il faut avant tout prendre soin de soi. Parce que sinon, on est dans une usure permanente et on est dans en fait, on s'oublie. On s'oublie hyper facilement et enfin, tu vois, genre, et là, je vais parler d'une personne que je connais très bien parce que c'est ma maman. Moi, je qualifie toujours ma maman de la personne la plus gentille et la plus généreuse que je connaisse au monde. C'est quelqu'un qui, heu, pourrait tout te donner. C'est quelqu'un qui donne énormément de temps pour les autres, qui a toujours envie de faire bien, qui a toujours envie de faire en sorte que les gens soient bien, et cetera, et cetera. Mais moi, j'ai vu plusieurs fois ma mère s'oublier là-dedans, tu vois? Et et ne plus exister, mais en tout cas être vachement invisibilisée et de subir un manque de reconnaissance, de tout ça. Alors qu'en fait, elle est géniale et elle a enfin vraiment, elle a enfin tu vois quand Petite coupure. Donc, bah, comme d'habitude, on a eu, une petite, coupure. Vous commencez à avoir l'habitude. Donc, Elena, tu étais en plus dans un super, j'aimais trop, je buvais tes paroles. Donc, est-ce que tu sais à peu près où tu t'es arrêtée? Tu parlais oui, de ta maman, du côté, ça s'est arrêté en fait, tu sais? ouais, pas exactement, mais juste si tu peux reprendre l'idée de justement ta maman, comment elle vit, tout ça, sa gentillesse et toi, comment tu le vis aussi à travers elle? Bah oui, non, mais enfin, en gros, voilà, je disais que ma mère, c'est la personne la plus gentille, la plus généreuse que je connaisse. C'est quelqu'un qui a
enfin, tu vois, si je devrais, la symboliser, ce serait genre un énorme cœur flamboyant sur ses mains, Ah, trop mignonne. genre, et en fait, je trouve que souvent parce que, elle est plutôt dans une démarche, je vais penser aux autres avant de penser à moi, elle s'est oubliée là-dedans et que du coup, c'en est devenu presque une forme de soumission à des moments et en même temps, bah, c'est en fait, je pense que c'est aussi de là que vient j'ai une forme de dureté, hein, en moi, mais en même temps, je suis OK avec ça parce que c'est une dureté qui me permet de, bah, justement d'être affirmée quand j'ai besoin de l'être et cetera et je pense que enfin, je suis en train de me dire que potentiellement cette dureté, je l'ai aussi développée parce que c'est ce qui me permettait de dire à maman: «Stop, là ça suffit, faut que ça change, il faut que tu t'affirmes, il faut que machin» et cetera et je sais on n'a pas souvent des discussions là-dessus parce que c'est des trucs qui sont très touchants et tu te mets un peu à nu quand tu parles de ces choses-là. Mais maman m'a dit plusieurs fois que je lui ai beaucoup apporté sur tout ça, sur ce que c'est d'être une femme aujourd'hui, de s'affirmer et cetera et cetera et en même temps, bah, moi, ma mère, elle m'a apporté et elle m'apporte toujours énormément sur ce que c'est que d'être gentille et d'être là pour les autres et d'être dans la bienveillance et toutes ces choses-là qui, je pense aussi, enfin, font partie de moi, quoi, grâce à elle. Et donc toi, ce qui est cool, c'est que tu as décidé de donner ta bienveillance et ta gentillesse aux gens que tu choisis, Ouais. comparé à ta maman où tu trouves que peut-être, on lui a un peu marché sur les pieds parce que, bah, elle a donné sa gentillesse à tout le monde et c'est sa nature profonde. Mais donc toi, c'est bien, tu as pris juste le meilleur de son caractère et tu vois, tu en as fait une force aussi de ton côté, d'avoir, une dureté et comme tu dis, de pouvoir t'affirmer et tout. Et en vrai, je trouve que c'est un beau résumé de ce que devrait, ressembler la gentillesse parce que tu vois, moi, on m'a toujours dit que j'étais trop gentille et c'est pour ça que j'ai créé ce podcast-là, parce qu'en fait, j'en ai marre que la gentillesse soit vue comme une faiblesse ou parce que, bah, comme t'es trop gentil, je vais pouvoir en abuser. Donc du coup, j'avoue que j'en ai eu un peu marre de ce truc-là et de me dire: «Bah, voilà, en fait, maintenant, on peut être gentil». C'est une vraie valeur, une vraie qualité, en fait, qu'il faut mettre en avant. C'est pas un truc, inné. Enfin, tu vois, tout le monde n'est pas gentil et tout le monde n'a pas un bon fond. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon point de vue et du coup, je me dis: «Voilà, aujourd'hui, en 2023, il faut dire que, bah, les gens sont gentils, c'est une vraie qualité et il faut la préserver cette qualité. C'est pas parce que moi j'avais l'impression que tout de suite quelqu'un me disait ah bah oui mais lui de toute façon il est gentil et donc il y avait toujours un truc négatif derrière, tu vois, ça appelait quelque chose de négatif et les gens se disaient bah voilà comme il est gentil je vais pouvoir aller lui demander ça parce que je sais qu'il pourra pas me dire non par exemple. Et donc tu vois Ouais. je me dis bah merde c'est chiant, enfin, tu vois pourquoi on devrait abuser des gentils et pourquoi c'est les gentils qui devraient changer alors que c'est les autres qui en abusent. Enfin tu vois je sais pas si tu arrives à suivre, parfois Ouais, je pars un peu loin. ouais, non, non, j'arrive à suivre. Après, je pense que c'est encore une fois une question de mettre des limites. Je pense que les gentils ont le droit de mettre des limites en se disant qu'ils continueront à être gentils même s'ils en mettent. Et je pense que les personnes qui profitent de cette gentillesse-là doivent aussi avoir une meilleure reconnaissance de ça, tu vois, et s'en inspirer un petit peu plus. Et tu avais dit un truc au début, je me souviens plus. Non, t'inquiète, parfois je pars tellement du coq à l'âne, tu sais, je pars d'un point A pour arriver au point Z, donc t'inquiète. Les digressions, je connais, c'est genre ma vie est constituée de digressions. Ah mais vraiment, moi, c'est vraiment ça et le podcast, pour ça, c'est mon terrain de jeu parce que des fois, tu sais, je fais des phrases à rallonge et je me dis: «Merde, je sais même plus où je voulais en venir», mais d'un côté, c'est pas grave. Après, je réécoute et je me dis: «Ah ouais, j'étais partie de là et tout». Et du coup, toi, est-ce que, justement, dans ton enfance, ton adolescence, est-ce que ton rapport à la gentillesse a changé ou est-ce que tu as toujours réussi à avoir cette, dureté-là? Ou est-ce que c'est des choses, malheureusement, qui te sont arrivées, qui t'ont un peu façonné comme ça et qui t'ont armé? Bah, un peu des 2. Ouais, Un peu des 2. Je pense que j'ai toujours eu une forme de dureté parce que mes parents me disaient que j'étais autoritaire et tout ça. OK. Mais parce qu'en fait, c'était, comment s'imposer dans une famille avec des frères qui prennent beaucoup de place, avec un père qui prend beaucoup de place, avec une mère qui prend peu de place. Ouais. Qu'est-ce que je fais en tant que moi, petite dernière et cetera? Il y avait ça, il y avait aussi ma sociabilisation en tant que fille, jeune femme et cetera. Comment est-ce que j'existe là-dedans? Comment est-ce que je suis importante et comment est-ce qu'on me voit? La gentillesse, je pense que c'est un truc tu vois, je pense que quand j'étais adolescente, j'avais pas envie d'être très gentille. J'avais pas envie justement d'être vue comme la gentille parce que c'était vu comme de la faiblesse. Ouais, 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 tout à fait. Mmh. Et donc du coup mais en même temps, enfin voilà et du coup j'essaie de développer grave, ce côté, un peu, dur,
qui disaient des enfin, tu vois, genre, ça m'est arrivé de dire des trucs pas gentils, quoi, à des copines et tout ça. Je pense qu'en fait, cette partie de moi gentille, elle s'est vraiment développée en côtoyant des gens gentils. En me disant qu'en fait, c'était OK d'accepter cette part de moi, qu'elle était là, et que par contre, j'avais le droit de mettre mon curseur de la gentillesse par rapport aux gens, comme tu disais, aux gens avec qui j'ai choisi d'être gentille. Ouais. Ça m'est beaucoup arrivé, et notamment par rapport aux hommes, d'être trop gentille et d'en subir, gravement les conséquences. Et donc du coup, j'ai appris au fur et à mesure, OK, à me dire: «Bah, j'ai pas besoin d'être gentille avec tout le monde, j'ai pas besoin d'être dure avec tout le monde. Je peux mettre mon curseur, là où je pense qu'il doit être». Et je dirais que, ce qui m'a aussi beaucoup aidée à passer encore un palier, j'avais envie de dire, vers l'acceptation de cette part gentille, c'est le fait que, en 2016, j'ai commencé à travailler dans le milieu associatif et c'est pas le monde des bisounours, on va pas se mais tu es quand même entouré de personnes qui sont très engagées, avec des valeurs similaires aux tiennes. Enfin, c'est des gens qui ont sincèrement envie de changer le monde, de changer les choses, et cetera, et cetera. Et donc du coup, bah, tu vois ces personnes-là et tu es en mode: «Waouh!» et tu te dis: «Moi, je veux être comme ça, je veux ressembler à ça, je veux m'entourer de ces personnes-là», et je sais que ça a changé, d'autant plus qu'avant, je travaillais dans la mode. Et je suis partie de la mode parce que je détestais ce milieu-là en disant: «Ça ne me correspond pas, c'est que de la méchanceté, que de l'hypocrisie, ce n'est pas moi, je peux pas». Et donc du coup, d'aller vers un environnement qui finalement, en fait, me ressemblait plus, bah, c'est aussi ça qui m'a permis de mieux me retrouver, quoi. Ouais, puis ça permet aussi, d'assumer plus ton côté gentil sans le voir comme comme tu disais, comme une faiblesse ou comme quelque chose où les gens peuvent en abuser donc Au contra finalement Bah, au contraire, du coup, ce côté gentil, c'était devenu un véritable atout en mode, bah, grâce ouais, à bien ça, sûr. c'est ça qui fait que je suis ouverte d'esprit, que je m'intéresse au monde, que j'ai conscience des choses, que j'ai envie de faire de la sensibilisation, que j'ai envie de parler de ça, et cetera, et cetera. Et en fait, sans cette gentillesse-là, est-ce que je serais allée vers ça? Bah non, probablement que je serais encore en train de travailler dans la mode, Ouais, c'est vrai. enfin, tu vois? Je sais pas. Mmh. Ouais, c'est vrai et tout à l'heure, justement, tu parlais de ton que tu étais quelqu'un de très empathique et ça, c'est aussi un trait de caractère qu'on retrouve chez quand même beaucoup de personnes gentilles. Est-ce que, tu arrives justement à pas absorber les émotions des autres comme une éponge? Parce que c'est un moi, tu vois, c'est un vrai travail aussi j'ai déjà beaucoup d'émotions qui débordent alors des fois, je ramène celles des autres, quoi, tu vois? Donc comment toi tu le vis, ce truc-là? Heu, hem, je pense que, pendant longtemps, je me laissais complètement déborder. En fait, le truc, c'est que, pareil, moi, j'ai appris il y a 1 an et demi que je suis neuroatypique. Ce qui est neuroatypique, en gros, définition très large, enfin, c'est le spectre large autistique. D'accord, OK. Sauf que dans le spectre large autistique, on va pas forcément parler d'émotivité, d'empathie, et cetera, mais aussi parce que souvent, dans ces tests de neuroatypie, les femmes vont passer entre les mailles du filet parce elles sont dans une suradaptation en permanence. Et bref, pourquoi je disais ça? Oh là là, la reine des digressions. Par rapport à ta enfin moi, ma question, c'était sur l'empathie et les émotions qui débordaient et tout ça. Et voilà, et j'ai aussi appris il y a 3 semaines que je suis TDAH, ce qui fait que j'ai énormément d'informations qui me viennent tout le temps dans la tête, des difficultés de concentration, et cetera. Mais, en fait, enfin, tout ça, c'est pas enfin, c'est juste des mots, tu vois? Mais c'est des mots qui, moi, m'ont permis de comprendre mon fonctionnement, de comprendre énormément de choses. Moi, je suis enfin, comment dire? J'ai eu pendant très longtemps une gestion émotionnelle extrêmement compliquée me concernant. C'est-à-dire que, je me laissais complètement déborder par mes émotions, j'étais dans une incapacité à gérer plein de choses, enfin, genre, j'étais un ascenseur émotionnel en permanence. Maintenant ça va beaucoup mieux, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, j'ai encore parfois des moments où voilà, je suis plus en down, mais je sais que ça remonte vite, et cetera. Donc voilà, donc déjà ça c'est le premier point, c'est que moi-même ça m'a mis beaucoup, beaucoup de temps à gérer ça, mais effectivement, les émotions des autres, je les sens, mais de fou! Genre quand il y
quelqu'un qui a pas envie de parler, quand il y a quelqu'un qui est saoulé, quand il y a quelqu'un qui machin, ouf! Tu sais, ça me fait mal au corps, ça me fait mal, ça me tord, ça me oh, j'ai pas envie d'être là, parle. Et du coup, ouais, ça, genre, je vais vachement sentir tu vois, les énergies, les auras, les émotions des gens, je vais les sentir de ouf. Mais j'ai aussi appris à m'en protéger, à me former une petite pellicule sur moi qui fait que cette émotion, elle est là, mais ce n'est pas la mienne. Est-ce que j'ai envie d'aller parler à cette personne-là? Est-ce que j'en suis capable? Oui, non, et en fonction de ça, j'avise. Ouais, c'est chouette que tu aies réussi à faire et ça, est-ce que tu penses que ça vient avec l'âge? Ou enfin, tu vois, je me dis s'il y a des auditrices ou auditeurs, je pense que là, il y a plus d'auditrices qui nous écoutent, mais qui traversent ça. Est-ce que tu dirais que c'est venu avec l'âge ou est-ce que justement c'est grâce au psychologue que tu as pu voir? Ou enfin, tu vois, comment tu arrives justement à développer cette petite pellicule qui, toi, te protège et sans forcément être une éponge à toutes les émotions qui t'entourent, quoi? Bah, clairement, l'expérience fait que ça va mieux, mais je pense que j'aurais mis 2 fois plus de temps à atteindre le stade dans lequel je suis aujourd'hui si j'avais pas eu un accompagnement psy. Très clairement. Ça et j'avoue que je m'accompagne aussi, enfin, de temps en temps, enfin, genre, j'avais fait un coaching professionnel avec une amie qui est vachement dans une approche très sensorielle, comment tu te sens, comment machin, et cetera. Donc c'est des trucs, tu vois, tu apprends à développer des outils de ces choses-là. Et puis de temps en temps, je vais aller faire des stages, très ésotériques parce que j'ai besoin de partir. Donc c'est des appuis, c'est des appuis qui m'aident énormément, mais clairement, le travail thérapeutique est indispensable, là-dessus. Vraiment, je pense que j'aurais attendu mes 60 ans avant d'être là aujourd'hui, tu vois? Tu pris grave d'avance sur la vie finalement, c'est beau. C'est la conclusion chouette. Non, c'est vrai, c'est ça. C'est trop, trop bien et ouais, ce que j'entends là quand tu parles justement que tu, observes beaucoup les autres et que tu sens beaucoup les émotions, je me retrouve pas mal aussi par rapport à ça et moi, tu vois, je suis quelqu'un qui distille pas mal de petits, je sais pas comment dire, mais de petits marqueurs de comment je vais et j'ai l'impression qu'il y a pas beaucoup de gens qui sont capables de les lire et moi, je suis quelqu'un de très empathique aussi et qui, j'anticipe beaucoup les besoins des autres et par contre, j'ai ce défaut-là d'attendre qu'on fasse pareil en retour et ça m'a pris plusieurs années avant, tu vois, d'avoir le truc de dire: «Merde, en fait, on n'est pas tous comme moi», tu vois, à lire, entre les lignes et à je sais pas, à anticiper c'est pas mal de choses et qu'on me demande pas, tu vois? C'est moi qui me mets cette charge toute seule, hein, pour le coup, il y a pas de souci. Mais en fait, j'étais tellement ancrée là-dedans en me disant: «Mais je comprends pas que les autres fassent pas comme moi, réagissent pas comme moi et tout» et là, maintenant, ça y est, je commence à intégrer qu'on n'est pas tous comme moi et si tu vois? Mais je sais pas, ça m'a mis plusieurs années avant de le comprendre, quoi. Ouais, bah, je comprends de ouf et ce que tu dis résonne beaucoup dans les relations amoureuses que j'ai pu avoir en me disant: «Mais je comprends pas pourquoi moi je suis comme ça, je donne tout, je fais tout, je machin, je ressens tout, j'anticipe tout et cetera et lui rien». Et en fait, il y a une copine qui m'a dit cette phrase la semaine dernière. Elle m'a dit: «Mais juste, on ne vit pas les mêmes choses, on ne vit pas les mêmes relations, on ne enfin, tu vois, tu peux être dans une même relation, mais juste pas la vivre de la même manière, pas avoir la même histoire». Ouais, clairement. Et ça, c'est pareil, c'est que bon après moi, c'est pas facile, mais j'essaye, tu vois, genre d'exprimer mes besoins. Genre là, par exemple, je vis bah, voilà, dans la continuité du harcèlement moral que j'ai vécu cette année. Ça m'arrive régulièrement d'écrire à certains amis en me disant: «Bah là, genre, j'ai un peu besoin de vous» et cetera. J'ai pas forcément de retour, mais je me dis qu'en même temps, bah, si tu exprimes pas les choses, les gens vont pas pouvoir les deviner. Mmh et Non, non, ouais. c'est vrai, tu as raison. Mais pour moi, ça a été un vrai travail d'exprimer mes besoins et tu vois, je voyais ça limite plus comme pas une faiblesse, mais un truc où merde, je devrais pas avoir à le dire pour qu'on Ouais. s'en occupe, tu vois? Mais d'un côté, je peux pas demander aux autres de deviner ce que je traverse et donc j'ai appris maintenant à exprimer ce que j'ai besoin à un instant T et en plus, j'ai aussi travaillé sur ça avec ma psy, de dire: «C'est pas parce que la personne, n'anticipe pas tes besoins qu'elle t'aime moins», tu vois? Oui, C'est pas parce que toi, ton amour, tu le traduis comme ça que lui ou elle ne t'aime pas derrière. Enfin, tu vois, je sais pas comment dire, mais il y a un truc où pour moi, c'était parce que, il m'aimait pas. Enfin, tu vois, genre, il pressent pas mes besoins, donc ça veut dire qu'il m'aime pas, alors que pas du tout. C'était des ouais. raccourcis trop raccourcis justement dans ma tête et elle m'a dit: «Vous pouvez pas raisonner comme ça Léa, c'est pas possible». Bah oui. Oui et puis enfin, déjà, ouais, exprimer ses besoins et puis surtout, en fait, tu vois, genre, si on parle de couple et de manière de s'aimer, enfin, en fait, on a des manières d'aimer complètement différentes et Ouais, clairement.
peut-être que toi, tu vas avoir un besoin qui va pas être celui que l'autre va pouvoir combler parce que sa manière d'aimer est différente de la manière dont tu as besoin d'être aimé, tu vois? Ça, c'est aussi C'est clair. un autre truc, mais c'est un truc qui, je pense, qui est important à savoir, quoi. Hem, mais ouais, et puis exprimer ses besoins, ça fait pas du tout enfin, ça fait pas de toi quelqu'un de moins gentil, c'est juste, en fait, bah, les gens sont pas dans ta tête, en fait. Et on a tendance à oublier ça. C'est vrai, c'est vrai. D'empathie parce que nous, on a souvent l'impression d'être dans la tête des gens, mais voilà. Ouais, bah, tant mieux. Enfin, d'un côté, tu vois, je me pose tellement 1000 questions que j'aimerais pas que d'autres gens soient dans ma tête. Parce que, bah, mon cerveau, il s'arrête jamais de tourner. Mais des fois, je me pose trop de questions et je me dis: «Merde, il faudrait que des fois ça s'arrête et tout», mais d'un côté, c'est ma nature profonde et en vrai, c'est pas possible que ça s'arrête. Enfin, tu vois, je pense que je serai comme ça toute ma vie. Bien regarder, neuroatypique et TDAH. Ouais, ouais, faudrait que je regarde, moi déjà ma psy m'avait dit: «Je pense que vous êtes HPE», donc après ça faut toujours faire gaffe parce que c'est un truc très à la mode et tout, mais haut potentiel émotionnel et donc c'est vrai que voilà, j'ai tendance à vivre le truc, très intensément, je suis quelqu'un, ouais, on me qualifie toujours de trop, tu vois? Que ce soit, trop gentil, trop triste, trop en fait, je suis juste trop, tu vois? Ce serait mon deuxième prénom. Ah, je comprends. Moi, on va jamais me dire que je suis trop gentille, ce qui est bien. Mais par contre, ça m'est arrivé qu'on me dise: «Ah, tu trop intense, t'as Ouais, trop c'est ça. d'émotions, tu trop fort, tu trop dur». Mmh. Heu et mais ça, après, tu vois, genre ces mots, HPE, HPI, machin et cetera, effectivement, moi, j'ai mis une nuance sur le fait que, ça reste des termes très marketés aujourd'hui. On peut pas s'auto-diagnostiquer. Il y a des professionnels de santé qui sont là pour soi. Moi, j'ai parlé de atypie et de TDAH parce que j'ai été diagnostiquée, sinon ce serait pas permis. Parce que j'aime pas justement ces catégories hyper marketées aujourd'hui où en fait on raconte n'importe quoi sur ces trucs-là. Parce que en vrai, tous ces trucs dont on parle, c'est des souffrances aussi, tu vois. Ouais, c'est clair. Mmh. Et moi, j'ai énormément souffert de pas comprendre de savoir que j'étais différente des autres, mais de pas comprendre pourquoi. Et surtout dans mes relations professionnelles et mes relations personnelles, mais il y a plein de fois où ça a été un énorme handicap. Et donc, il faut qu'on arrête tu vois, d'embellir tous ces trucs-là parce qu'en fait, c'est des difficultés enfin, qui peuvent être assez importantes, qui peuvent être quotidiennes. Et bien sûr que quand tu as mis des mots sur les choses, quand tu fais du travail sur toi et cetera, ça te libère et ça te soulage et cetera. Mais derrière, tu as aussi un passif qui peut être très douloureux et il y a des choses aussi qui peuvent revenir. Et puis même, en fait, si tu l'es, bah, il faut aussi que les gens soient capables de le prendre en compte. Ouais, c'est clair. Mmh. Moi, j'avoue que c'est enfin, tu vois, genre, ce truc-là, j'en parle jamais sur les réseaux sociaux parce que j'ai pas envie que ce soit les étiquettes qu'on va me mettre sur le front, parce que c'est pas voilà, je me dis: «Bon, bah, ça fait partie de moi, peut-être que je vais le balancer comme ça, mais c'est pas quelque chose que j'ai envie de mettre en avant». Hem, mais oh mince, j'ai perdu Tu loupé le fi tu perdu le t'inquiète, c'est pas grave. Je vais rebondir. c'est que d'être TDAH. Ouais, c'est clair, ça prend tout son sens. C'est l'illustration même, même du principe. Mais ouais, je sais que quand ma psy m'avait posé les mots HPE, pareil, tu vois, elle m'avait dit: «Normalement, il faut faire des tests et tout ça, faut aller un peu plus loin». Mais elle fait: «En tout cas, ce que vous me racontez, ça m'appelle ce truc-là» et donc en fait, moi, ça limite, ça m'a soulagée et pareil, c'est pas un truc que j'en parle pas. Il y a pas énormément de gens dans mon entourage qui sont au courant parce que tu vois, quand tu le dis, c'est très à la mode de dire, «Je suis un zèbre» ou des trucs comme ça. Enfin bref et donc moi, j'en parle pas parce que pareil, je trouve pas que ce soit un truc que j'ai envie de mettre en avant. Mais par contre, ça m'a vachement aidée dans ma compréhension, de plein de choses, tu vois? De pourquoi je réagis comme ça alors que les autres, ils réagissent, comme ça. Enfin et en fait, je me suis toujours sentie un petit peu en décalage dans mes réactions et moi, j'ai bah, tu le disais tout à l'heure, mais j'ai une façon de m'adapter qui est impressionnante, tu vois? On m'a souvent dit que j'étais un caméléon. Je m'adapte dans toutes les situations. Tu me poses n'importe où, je m'adapte. Je suis vraiment pas chiante, tu vois? J'arrondis toujours les angles et tout et en fait, tout ça, tu vois, j'ai compris que c'était parce que justement, je m'adaptais tellement aux autres que j'étais tout le temps la suradaptation que parfois j'oubliais même qui j'étais. Tu vois, j'avais ce truc-là où je mélange tout, mais je veux tellement qu'on m'aime, je veux tellement que les gens se sentent bien aussi dans un groupe, que en fait, ça appelle plein de trucs, que du coup, je suis dans la suradaptation et ma psy m'a dit: «C'est pas normal d'être tout le temps dans la suradaptation. Vous pouvez Mmh, l'être dans certains milieux parce que c'est votre mmh, carapace et que c'est comme ça que vous mmh. évoluez en société, mais par contre, moi, j'avais tendance à le faire dans le couple, j'avais tendance à le faire avec mes amis, avec tout le monde» et donc au bout d'un moment, elle me dit: «Enfin, la suradaptation, vous allez vous épuiser là, madame, c'est pas possible». Ah oui, mais je comprends de ouf et c'est pour ça que je te dis: «Regarde Neuroatypie», Ouais. mais parce que la suradaptation, ça fait partie vraiment ce qui qualifie beaucoup de femmes neuroatypiques
Et bon, après, c'est aussi notre sociabilisation, hein, qui est comme ça. Hem, Moi, je dirais que, en particulier dans le couple, j'ai été confrontée à la fois au fait d'être suradaptée très jeune, mais du coup, ça a eu des conséquences graves. Hem, mais du coup, enfin, j'ai enchaîné 3 fois du coup, qui a mené aussi à l'inverse d'une suradaptation où en fait ma dernière, relation, longue, donc qui a duré un peu plus d'1 an, j'étais tellement dans en fait, j'étais dans une presque enfin, j'allais dire dans une surécoute de moi-même, mais en fait, c'était même pas vraiment une écoute de moi-même, c'est qu'en fait, j'avais zéro souplesse et c'est qu'en fait, je savais tellement pas comment gérer des situations qui me convenaient pas. Et je savais pas aussi à ce moment-là pourquoi est-ce que ça me convenait pas, que du coup j'étais dans l'effet inverse, dans en mode: «Non, je veux pas ça, non, c'est» tu vois? Dans une espèce ouais, dans une dureté que j'aime pas, qui ont fait aussi que ça a impacté, mon couple où du coup il y a à la fin il y a plus grand chose qu'on partageait parce qu'il osait plus, parce qu'à chaque fois je disais: «Non, non, non, non», parce qu'en fait je savais plus comment ouais, comment être souple. Ouais, je pense que c'est trouver la balance entre les 2. Ce que tu m'expliques là, ça me fait beaucoup penser à une de mes meilleures amies qui s'est mise en couple, à 30 ans et en fait, elle s'était, persuadée de plein de choses et donc elle était inflexible. Elle avait, vraiment ce que tu décris et donc à un moment donné, son compagnon lui a dit: «Mais c'est pas possible, tu peux pas être comme ça, à toujours, m'en vouloir pour tout, à toujours» enfin, en fait, elle avait tellement des idées préconçues de ce qu'elle voulait dans un couple, Ouais, qu'elle était beaucoup moins malléable, même si j'aime pas le terme. Moi, je me suis mis en couple, j'avais 24 ans et donc ce que je lui ai expliqué, tu vois, c'est que j'ai laissé plus de périodes de flou, de doute, j'étais plus ajustable et je m'ajustais plus aussi à l'autre et l'autre s'ajustait plus à moi. Alors que là, ils se sont mis tous les 2 en couple à la trentaine et ils avaient des façons de faire qui étaient diamétralement opposées et personne ne voulait s'adapter et personne ne voulait de flou. Et du coup, des fois, elle m'appelait, elle me disait: «Non mais là, on va se séparer, c'est pas possible, il a fait ça, ça, ça» et je dis: «Ouais mais regarde, enfin, c'est parce que tu es sûre que c'est pas bien, mais est-ce que» enfin, tu vois, j'essayais vachement de lui dire: «C'est parce que je pense que vous avez 30 ans, que vous êtes à un tournant de votre vie où vous êtes très sûre de ce que vous voulez mais est-ce que tu sûr que c'est ça?» Enfin, après, du coup, elle me disait: «Ah mais je sais plus, je remets tout en question et tout» et donc bref et après ils ont fait un vrai travail. ouais, Ils sont encore ensemble et c'est un super couple. Ils ont fait une thérapie de couple parce ouais, que, ils ont eu besoin, tu vois, ça faisait à peine un an qu'ils étaient ensemble, mais ils s'aimaient tellement qu'ils voulaient pas tout gâcher c'est beau. et donc ils ont eu ce truc-là de se dire: «Bah, voilà, on fait du travail sur nous 2 et on va faire en sorte que ça marche» et maintenant c'est un couple qui roule, tu vois? Et je me suis dit: «Putain, c'est vachement dur aussi de se mettre en couple plus tard» parce que je pense qu'on est, ouais, plus inflexible et plus demandeur en tout cas. Tu vois, je pense qu'il y a tout un truc qui se on est tellement sûr de nous qu'on écrase un peu l'autre, tu vois? Et donc je pense que c'est difficile. D'être en couple à nos âges, que de mettre en couple quand on est dans la trentaine, c'est pas facile parce qu'en fait, on a nos vies, on a plus d'assurance et cetera. Alors oui, il y a ça, mais il y a aussi le fait que, c'est ce que j'allais dire, on va pas se mentir, on n'est pas en couple à nos âges parce qu'on n'a pas trouvé plus tôt, souvent, quelqu'un qui nous corresponde, avec qui on pouvait construire quelque chose sur le long terme et cetera. Et souvent, on est à des âges où on a vécu des traumas, où on a eu des ruptures douloureuses, ou enfin, tu vois, il y a tout un tas de choses qui font que ça crée une jolie combinaison de plein de schémas de méfiance, de genre: je veux pas, gna gna gna, Ouais, machin». c'est vrai. Mmh. Enfin, tu vois, genre moi, typiquement, j'ai vécu, j'ai eu plusieurs, relations, sérieuses et mais j'ai vécu qu'avec un seul mec. Ça m'a vaccinée. Je crois que la enfin, genre, si un jour je revis avec mon mec, le jour où je serai en couple, il va Il y a du boulot. il y a du il y a du taf parce qu'en plus, enfin, ça fait, du coup, ça fait 4 ans que je vis seule. 4 ans que je vis seule, enfin, je suis hyper indépendante, hyper autonome, je me gère toute seule, je fais ma life. On va pas se mentir, je pète quand j'ai envie de péter. Tu vois? J'ai tous ces trucs-là qui font que enfin, non, Mmh, ouais, je comprends. c'est juste c'est un petit exemple parmi beaucoup de trucs où tu te dis: «Bah, en fait, si je me remets en couple aujourd'hui, waouh!» C'est un travail, tu vois? De te dire: «Bah, en fait, ton quotidien, il est complètement changé parce que tu as un ou une partenaire de vie». Hem, donc ouais, ça demande du taf et en même temps, je trouve ça enfin, moi, j'adore les histoires d'amour
Je suis genre une énorme enfin, je suis une très grande romantique et donc souvent je me dis: «Je suis pas née à la bonne époque» et en même temps, mais avant les femmes, c'était pire. Heu, mais du coup, moi, quand tu me dis que ton ami et son mec s'aimaient tellement qu'au bout même au bout d'1 an, ils sont allés faire une thérapie de couple et tout ça, je me dis: «Mais trop bien, ils ont le courage de faire ça et de se dire: "Non, on a vraiment des sentiments forts, on veut trouver des solutions"». Ils les ont trouvés et c'est hyper courageux de leur part, quoi. OK, bah, c'est ce qu'ils se disent, tu vois? Enfin, que clairement, ça aurait été une histoire, où ils auraient pas eu envie de se battre, ça se serait terminé et enfin, voilà, ils auraient vécu une jolie parenthèse et tout, mais en fait, ils sont tellement persuadés qu'ils ont envie de faire un bout de chemin ensemble que, ils ont voulu le faire et en fait, ils se disent: «Si on le fait maintenant, bah, c'est ça de moins à faire plus tard». Ce qu'ils auraient pu aussi faire, la technique de l'autruche et pendant 2-3 ans naviguer comme ça avec un couple qui roule, mais sans forcément enfin, tu vois, sans que ça aille, soit tout beau ou tout beau tout rose, quoi et du coup, là, elle dit: «Bah, au moins, voilà, on a fait un truc dur dès le départ et bah, ça a mis à rude épreuve leur couple, mais au moins, je sais pas, tu vois, il y a un truc où ça marque un peu, sans dire qu'on s'en sait rien, s'ils vont rester ensemble toute leur vie. Moi, tu vois, on reste toujours modérés et tout, mais au moins, ils se disent, on a fait l'effort d'eux et ça a payé, quoi. Et je trouve ça trop Ouais, beau. ouais, non, c'est clair. Je trouve ça vraiment, vraiment joli comme, Ça se passe comme ça. ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Donc ouais, ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire sur le côté, devoir, s'adapter plus à l'autre parce qu'on est en effet, on est une personne différente que quand on était plus jeune. Enfin, c'est normal, tu vois? On est plus, ouais, on a plus de réponses à nos questions, on est plus en phase aussi avec qui on est et tout ça et donc il faut laisser aussi de la place à l'autre et voilà, moi, j'y crois, tu vois? Je me dis que ça arrive toujours, dans la vie et des gens, enfin, tu vois, comme toi qui est une grande romantique et tout, je me dis que il y aura toujours la place pour quelqu'un, tu vois? Je me dis, il y a des gens qui veulent rester seuls et qui le vivent Ouais, très bien et tu vois? C'est pas une finalité en soi d'être en couple, mais quelqu'un qui a envie de l'être et laissera toujours de la place à l'autre, tu vois? Et ça se trouve au démarrage vous vivrez pas ensemble et moi, tu vois, je crois beaucoup aux histoires, plus atypiques qu'avant, le schéma très classique, ouais. mariage, enfin, tu vois? Très établi de ce qu'il fallait faire dans la vie, dans la société et tout. Maintenant, tu peux être en couple des années avant d'avoir vécu avec la personne. Enfin voilà, je pense qu'il y a chacun son modèle. Ouais, non, non, mais je suis bien d'accord avec ça et puis de toute façon, enfin, voilà, mon histoire de enfin, ma dernière, histoire sérieuse, en fait, assez rapidement, déjà, on s'était dit: «On voulait pas d'enfants, on prendrait le temps si jamais un jour on décide de vivre ensemble» et donc du coup, effectivement, on s'était laissé la place parce qu'on avait nos vécus, on se laissait la place de construire un truc, bon, qui n'a pas marché, mais Mmh. Ouais, mais quand même, vous avez essayé et c'était et oui, puis ça a été sans doute une belle histoire aussi, enfin, tu vois, c'est pas parce ouais. qu'il y a une fin que ça gâche tout le reste donc ouais, ouais, je vois et toi, du coup, tu es dans quel, ce que j'ai vu là en ce moment sur TikTok, du coup, tu te disais que tu voulais plus être sur les applis de rencontres. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette phase-là? Ouais, j'adore parler de ça. Non, j'adore parler de ça parce qu'en fait, j'ai beaucoup d'expérience là-dessus et surtout, ça fait énormément réagir et en fait, quand je raconte des trucs comme ça, il y a énormément bah, alors, classique shit des réseaux sociaux, il y a plein de nanas qui disent: «Hein, je comprends complètement, je te soutiens, je suis pareil, je ressens la même chose» et cetera et tous les mecs qui sont en mode: «Ouais, ouais, ouais». Il y en a très peu qui vont dire: «Je comprends» et cetera. Il y en a vraiment très, très peu. Et donc ouais, mon mood aujourd'hui, c'est que, donc moi j'utilise les enfin, je feu la grande utilisatrice des applications. J'ai commencé à utiliser, Tinder en 2013 parce que je vivais à New York et à ce moment-là, c'était pas un moyen de dating parce qu'on ne parlait pas de ça. C'était un moyen de se faire des potes, d'élargir ton cercle et cetera et donc du coup, j'ai commencé à l'utiliser comme ça. Quand je suis rentrée en France, j'ai rencontré mon mec là-dessus. On est sortis ensemble pendant 1 an et demi. On a eu une belle histoire. Et genre 10 ans plus tard, je suis à nouveau sur les applications, mais il y a eu plein de fois où je suis retournée dessus, pendant le confinement, pendant ces choses-là et surtout, j'ai eu plusieurs histoires sérieuses ou moins sérieuses avec, des mecs que j'ai rencontrés sur les apps. Mais, moi, je suis arrivée là à un stade de ras-le-bol total, de dating fatigue, comme dirait, la journaliste Judith Duportail. Hem, C'est-à-dire qu'en fait, je trouve que les rapports sur les apps ont énormément évolué vers quelque chose de pas sympa. Que moi, par exemple, je suis très vigilante quand j'ai une conversation avec quelqu'un, quand je rencontre quelqu'un, et que je ressens pas l'envie de continuer, je suis très vigilante au fait de clôturer la conversation. De dire: «Bon, bah, voilà», tu vois? De pas laisser des non-dits, j'ai horreur de ça.
Moi, je fais attention. Alors, je suis pas parfaite, mais en tout cas, je fais toujours attention de ne pas ghoster, de clôturer une conversation, d'expliquer les choses, et cetera, et cetera. Et en fait, je trouve que les rapports sur les applications sont devenus très cruels, dans le sens où tu as du ghosting tout le temps, tu as des gens qui vont t'insulter, tu as des gens enfin, tu as beaucoup de mecs qui veulent juste du cul et ils le font savoir très rapidement. Et en fait, c'est devenu hyper enfin, moi, j'ai vécu ça comme une forme de violence et qui me causait beaucoup d'anxiété. Et du coup, j'ai décidé de me dire que parce que j'ai enlevé parce que j'ai la possibilité d'enlever si facilement cette cause Ah, d'anxiété c'est clair. de ma vie, je vais supprimer ça. Et aussi parce que je me suis dit que, j'avais envie de me laisser un peu plus surprendre par la vie, en me disant que enfin, je veux dire, je suis pas une horrible personne, tu vois? Genre, je suis enfin, comment dire? Quand on commence à discuter avec moi, on voit que je suis sympa et cetera. J'ai pas forcément le premier contact facile, comme je disais au tout début, mais je me dis: «Bah, tu vois, tu sais jamais ce que la vie peut te réserver et que peut-être que». Voilà. Mmh. Et donc mon mood aujourd'hui, c'est que à la fois, j'ai plus du tout envie de dater via les applications parce que je trouve que, c'est un truc qui me correspond plus aujourd'hui et qui m'a fatiguée et voilà. Et en même temps, bah, moi, voilà, j'ai terriblement envie, un jour, de rencontrer quelqu'un avec qui construire quelque chose de cool et que cette personne-là soit mon partenaire de vie. Enfin, voilà, c'est mon côté très romantique, mais en fait, c'est ce que j'ai envie depuis très longtemps et ça n'arrive pas parce que, voilà, la vie a fait que voilà. Mais et c'est pas non plus enfin, je dirais que ce qui est positif, c'est que, c'est plus quelque chose qui me fait du mal, d'avoir cette envie. Tu vois, l'année dernière, bah, en novembre l'année dernière, il y a quasiment un an, j'étais allée chez mes parents et je me suis effondrée en larmes en disant, enfin, «Je crois que ça m'arrivera jamais, je rencontrerai jamais quelqu'un» et cetera, Tu quand même cette peur parce que bon, voilà, tu es dans la trentaine et tout ça, donc t'as pas tout déconstruit et puis parfois, juste, il y a des choses que t'as pas envie de déconstruire. Et en fait, je me suis effondrée en larmes en me disant: «Ça m'arriverait jamais» et cetera. Donc c'était vraiment une peur que j'avais de pas rencontrer quelqu'un et cetera. Aujourd'hui, je me dis que ma vie est remplie par plein de choses que j'ai choisi de mettre dedans, et qu'elle sera remplie par quelqu'un qui arrivera quand ça devra arriver. Ouais, c'est vrai. Mmh. Beaucoup plus dans une démarche de détente et de genre laisser faire la vie qu'avant. Ouais, c'est pas une douleur, c'est pas Non, quelque chose de douloureux, ouais. Mmh. c'est plus une douleur. Alors évidemment, hem, Il y a des phases. ouais, non, il y a des phases, mais tu vois, il y a une part de moi où je me dis: «J'ai pas non plus envie que ça m'arrive, dans 10 ans». Ouais, bien sûr. Mmh. Mais peut-être que aussi, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des années, en fait, je serai plus en accord avec moi-même et plus détendue par rapport à ça et voilà. Et Mmh. on verra bien là où ça me mène, quoi. Ouais, ouais. Non, mais je vois tout à fait. Bah, là, tu vois, l'exemple que je te donnais de couple de mon amie, là, elle a rencontré son mec dans un Blablacar. Alors que pareil, hein, c'était pas du tout, enfin, tu vois, elle a pris il conduisait son Kangoo, là, tu vois? Enfin, tu sais, c'était pas du tout, elle était pas du tout dans la séduction et tout. Puis finalement, ça fait que maintenant, ça fait plus un an et demi qu'ils sont ensemble et que ça roule, de ouf. Et tu vois, pareil, elle, du coup, on appelle ça le blabla love, quoi. Et on se dit, on sait jamais, on sait jamais ce que ça peut donner. Non, mais en vrai, on sait jamais et puis, tu plein de rencontres, organiques qui sont des trucs où, en fait, tu savais pas du tout et quand t'as rencontré la personne, t'étais pas du tout dans une démarche comme ça et finalement, il y a un feeling qui est fait, qui s'est créé, qui s'est développé. Voilà. Moi, c'est juste que ça m'est arrivé si rarement dans ma vie de rencontrer Ouais. quelqu'un dans la vraie vie que du coup, je sais pas comment faire. Je sais pas comment ça se passe. Je sais pas. Donc du coup, je me dis: «On verra bien». J'ai plein de choses, j'ai plein de projets. Si je rencontre quelqu'un, tant mieux. Si je rencontre pas quelqu'un, tant pis, on verra plus tard. Ça viendra un jour. Mmh, je vois.
Du coup, c'est marrant, tu as l'effet inverse de parce que moi, tu vois, je suis quelqu'un de très stressé. Si demain, tu me dis: «Tu dois aller en date et tout» et toi, du coup, tu as le truc là où tu sais gérer un date parce que, bah, tu en as fait, plusieurs, hein. Moi aussi, j'en ai fait, mais ça me mettait tout le temps dans un stress de ouf et du coup, moi, rencontrer des gens dans la vraie vie, je suis tellement différente que moi, le date, ça me met dans un truc où, tu sais, j'ai l'impression de devoir me survendre. C'est genre, il faut que je montre la meilleure version de moi et je suis en mode: c'est horrible» et toi, je sais que quand tu vas en date et tout, tu te maquilles pas forcément, enfin, tu vois, et je trouve que c'est trop bien, enfin, ça c'est trop bien, tu t'envoies tellement le bon message. Trop cool. Bah, en vrai, ouais, hein, mais c'est pour ça que j'en parle en disant: «Bah, en Mais tu fait, raison. c'est comme ça» et tu vois, genre, typiquement, là, le dernier date que j'ai fait, mais avec le gars, mais j'étais zéro séduction, zéro genre, j'étais vraiment moi-même dans une phase où j'étais un peu, genre, en baisse enfin, j'étais un Ouais. peu triste et tout ça. Enfin, j'étais pas ouf. J'étais en mode: «Bah, en fait, je suis comme ça, tu me enfin, voilà». Tu me prends ou tu me prends pas, voilà comment je suis, tu raison. Mais enfin, bon, j'étais quand même dans une certaine retenue, tu vois? J'étais pas non plus, voilà. Et mais c'est drôle et à ce gars-là, en fait, il était à un niveau d'énergie de fou, il m'a fatiguée et j'ai fini par lui dire: «Est-ce que tu peux avoir un peu d'empathie et juste te mettre un tout petit peu plus à mon niveau d'énergie? Parce que moi, j'ai pas les capacités de me mettre à ton niveau d'énergie». Enfin, tu vois? Et ouais, ouais, non, dating, je suis rodée, mais je pense que c'est ça aussi qui a fait que j'en ai eu marre, c'est que c'est toujours la même chose. Mmh. Et que là, j'ai envie d'un truc, Ouais, plus spontané en tout cas. Moi, tu vois, ce que je reprochais beaucoup aux applis de rencontres, après, c'est comme ça aussi dans la vraie vie, tu me diras, mais en fait, suffit que tu swipes, que ton appli bug à ce moment-là, ben tu rencontreras jamais la personne et donc ce sera celle d'après. Et du coup, j'avais un truc là de me dire, fait chier d'être celle d'après, tu vois, et de, je sais pas, moi, je crois que je romantise trop aussi, hein, le côté date et le côté amour et tout, hein, la faute au film, aux comédies romantiques et tout. Mais tu vois, je me disais, voilà, les réseaux sociaux, enfin, pas les réseaux sociaux, pardon, les applis de rencontre, ça laisse peu de place au doute parce que bah, tu as la photo, tu as le truc et tout. Et moi, bah je oui, sais que le mec que j'ai aujourd'hui, je lui ai déjà dit plein de fois et il m'a dit pareil, on se serait pas matché sur les applis de rencontre. ouais, Enfin, mais c'est une certitude. moi, je connais tellement de couples qui disent la même chose. Si on s'était vus sur une appli de rencontre, jamais on se serait mis ensemble. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que c'est joli aussi de rencontrer des gens dans la vraie vie parce que tu leur laisses la porte ouverte sur des personnes qui, à la base, tu aurais éliminées physiquement. Et après, moi, tu vois, mon mec, c'est le plus beau mec du monde, hein. Maintenant, tu vois, il n'y a plus de, y a plus de doute. Mais voilà, c'est juste, c'est laisser la place. Donc, je comprends que tu sois dans une énergie différente. Et puis, c'est bien aussi de tester un peu les deux. Et moi, tu vois, j'ai une amie qui passe aussi un peu de temps sur les applis de rencontre et elle me dit, en fait, c'est hyper énergivore parce que tu as l'impression que c'est limite d'avoir un autre boulot. Tu sais, il faut répondre et tout. Elle trouve que c'est une vraie corvée en vrai. Ouais, bah, ouais, c'est ça, c'est un boulot à temps plein. Clairement. Ouais, tu tout le temps des sollicitations, des messages et cetera et puis, vu que si toi, tu es une personne gentille, tu pas envie que les autres se sentent mal, donc tu as un peu ce truc-là. Bon, après, tu peux pas contrôler les émotions des autres, mais toi, tu peux contrôler la manière dont tu te comportes avec les autres. Mais effectivement, ça prend trop de temps, ça prend trop de temps et puis, tu vois, même, moi, ce qui a commencé à me faire de la peine aussi, c'est que en fait, tu as une multitude de matchs, il y en a trop et c'est pas genre, il y en a trop, genre: «Ah, j'ai envie d'aller consommer tout ça», pas du tout. C'est il y en a trop, je peux pas prendre du temps pour chaque personne. C'était plus ça, tu vois? Et puis moi, ce que me disait mon ami aussi, ce qui lui fait beaucoup de peine, c'est justement, toi, tu le fais pas et c'est hyper bien, mais toutes les personnes ne sont pas malheureusement comme toi. Elle se fait ghoster et elle dit, mais c'est, enfin, tu vois, niveau ego, au bout d'un moment, ça fait Ça, vraiment le du mal, ghosting, quoi. par contre, je l'ai subi plein de fois. Plein de fois. Ça m'est Ouais, arrivé ça fait même une mal de fois, ouf, hein. un gars qui on devait se voir, il m'a jamais répondu. Ah putain, c'est C'est horrible. Je me dis, mais c'est enfin, tu vois, suffit que tu aies une confiance en toi qui soit un peu, incertaine et tout, bah, c'est le genre de truc qui, petit à petit, ça rajoute, une pile sur Ouais. tes épaules qui est pas Bah, tu vois, moi, nécessaire, dans les quoi. commentaires sur TikTok, quand je parle de ça, j'ai eu plein de fois des nanas qui m'ont dit d'arrêter les applications. Ça m'a permis de reprendre confiance en moi. Et Bah, typiquement, ouais, moi, ça m'étonne je vraiment suis pas. Mmh. quelqu'un qui j'ai un rapport à la séduction, à tout ça. Je suis pas à l'aise avec ça, tu vois? C'est pour ça que souvent je suis un peu, j'ai un comportement de pote, quoi. Hem et du coup, je me dis: en fait, je pense que ça joue énormément sur ma confiance en moi, genre est-ce que je plais, est-ce que je plais pas et cetera. Enfin, je me pose souvent ces questions-là, alors qu'en fait, je devrais pas. Mais dans le sens où je Ouais, c'est devrais me vrai, dire: bah, non. Mmh. «Bah, tu vois, genre on voit et voilà, quoi». Hem et puis ouais, enfin
En fait, je pense que tu te fais beaucoup ghoster aussi parce que les autres ne t'apportent pas de valeur. Parce qu'en fait, tu es juste un parce que enfin, tu vois, genre l'image, tu es dans un supermarché, tu as plein de paquets de céréales, bah, juste tu en prends un, tu le jettes, tu mets pas trop, tu prends Ah comme oui, ça. c'est Enfin, c'est ça. vraiment Ouais. ça, en fait. C'est Mmh. alors OK, c'est un moyen de rencontrer des gens que tu n'aurais pas probablement pas rencontrés dans la vraie vie. OK, je connais plein de personnes qui se sont rencontrées dans via les applications, qui sont très engagées aujourd'hui et cetera, mais c'est pas du tout la majorité des cas, et qu'on reste quand même sur un truc où tu as trop de choix. Trop de choix, moi ça m'oppresse. Les mecs, ça leur donne pas envie de s'engager. C'est vrai que ça fait un micmac et voilà, en effet, on a des moi aussi dans mon entourage, j'ai des exemples de couples, que ça fait un certain nombre d'années et que voilà, ça a fonctionné pour eux. Mais je suis d'accord avec toi que c'est pas la majorité des cas et tu vois, c'est cool aussi d'en parler, de dédramatiser tout ça, parce que je pense que chaque, femme ou chaque homme le vivent différemment et se sentent un peu seuls face à tout ça et du coup, le fait que tu en parles, hyper, je sais pas, de manière authentique et que tu vois, t'expliques dans ton process là d'enlever les applis, de pourquoi tu le fais. Je pense que c'est cool, ça permettra à des filles de le faire peut-être en même temps que toi, tu vois? De se dire: «Bah, ouais, elle a raison, Ouais, peut-être que moi aussi je vais les enlever et que ça me fera du bien» et puis ça permettra peut-être, j'espère, aux hommes de se rendre compte de nous, ce qu'on vit aussi à travers, tu vois? De dire que c'est pas facile, parce que moi j'avais souvent des potes qui disaient: «Mais oui, mais pour vous les filles, c'est facile sur les applis, vous avez un message à envoyer et dans le soir même vous rencontrez le mec». Enfin, tu sais, ils avaient l'impression qu'on avait le pouvoir et en vrai, enfin non, je trouve pas qu'on ait le pouvoir, pas plus que peut-être eux l'ont, mais je trouve que ça met l'humain dans un truc qui est pas, je sais pas, c'est pas malsain, hein, parce que voilà, ça permet de faire des rencontres comme on disait, mais faut prendre ce qu'il y a à prendre et pas pas trop enfin je sais pas s'attarder trop, dessus. Ouais. ouais, pas trop s'attarder dessus. Je pense que c'est pas hyper bon, pour, voilà, je pense que si tu as envie de coucher, avec, une personne différente tous les soirs, OK, let's go, allons-y et tout, que tu sois une femme, un homme, je pense qu'en effet ça si c'est ton objectif, ça fonctionne. Après de là à construire quelque chose de sérieux avec quelqu'un, ça peut prendre du temps et je pense que tu te prends beaucoup de portes avant que ça arrive et je pense que ça peut vraiment être Ouais, dur à niveau niveau moral, moral, quoi. niveau estime de soi et cetera, ça peut Ouais. vraiment être dur et puis, enfin, moi, je me retrouve dans une situation où je sais même plus comment faire dans la vraie vie, tu vois? Ah ouais, punaise, OK. Ouais. Ouais, Je suis ouais, un je peu en vois. mode: Mmh. «Mais comment ça se passe?» Ouais, ouais, c'est rigolo. Ça me fait penser, c'est comme si on nous retirait notre moi, je passe ma vie sur mon GPS, tu vois? Genre, je dois aller d'un point A à un point B, et genre demain, on me redonnait une carte en mode: «Bah, maintenant, faut que tu fasses avec une carte papier». Je serais en mode: comment on Très fait, en bonne fait?» comparaison. C'est exactement ça, c'est que je ne sais pas comment faire. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, mais tu verras, laisser en effet, tu as l'air d'avoir une vie bien remplie et avec plein d'activités autres que ton travail et tout, donc en vrai, il faut laisser la place aussi au spontané, comme on disait tout à l'heure. On sait jamais au détour d'une rue, un là, c'était un papy qui t'a fait lever la tête de ton téléphone, mais ça se trouve, à un moment donné, c'est ça, un beau Exactement, jeune mais en homme. plus, tu sais, ça m'arrive, genre je regardais, dans mes brouillons TikTok, ça m'arrive de temps en temps bon, j'habite dans le 11e à Paris. Le 11e pour moi, c'est l'arrondissement où il y a le plus de beaux mecs. Bon, ça c'est une concentration de beaux mecs à Paris, en tout cas, tu vois? Et en fait, ça m'arrive souvent de croiser des gars, et qu'on se regarde et à ce moment-là, je suis en mode et en fait, c'est drôle parce que cet été, je me souviens très bien, où genre en septembre, j'avais croisé un gars que je trouvais magnifique et on s'était vraiment regardés tous les 2 de manière très insistante, mais j'étais avec mon papa, donc je me suis pas retournée et cetera. Oui. Voilà, mais mais en fait et j'avais fait donc dans mes brouillons, j'ai regardé ce matin, je pense que je vais publier la vidéo où je dis: «Comment on aborde quelqu'un dans la rue sans être lourde, sans être chelou, sans machin?» tu vois? Genre, qu'est-ce que tu fais? Parce que pareil, il y a 2 semaines, j'ai croisé un gars, j'étais en mode: «Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il est beau!» mais genre aussi le moment et tout ça, enfin, tu as plein de trucs. Après bon, une fois qu'il ouvre la bouche, peut-être que c'est un gros con. Mais tu vois, tu as tous ces trucs-là où tu te dis: «Putain, mais genre peut-être que c'est possible» et j'ai une copine, ça lui est arrivé, plusieurs fois de rencontrer des gars comme ça dans la rue où c'était en mode commence à C'est se parler fou. et tout ça, j'étais en mode: «Bah, why not?» tu vois? Genre Ouais, c'est clair, c'est trop bien en vrai, parce que moi, tu vois, j'aurais le truc de
Je sais pas, on se fait tellement emmerder dans la rue que tu vois, je suis plus en mode laissez-moi tranquille. Et tu sais, moi j'ai souvent mon casque avec de la musique et juste me parle pas. Et du coup, je sais même pas si je serais ouverte. Enfin, je sais qu'à l'époque, quand je sortais en boîte, ça commence à remonter un peu. Les mecs un peu lourds qui viennent te draguer, où tu dis, il a fait ça avec les 15 000 filles et les filles avant toi et tout. Et tu dis, bah j'ai pas envie. Et du coup, je me refermais un peu comme une huître. Et après, des fois, je rentrais, je me disais, c'est con, bah ça se trouve, c'était un mec trop mignon et qu'en fait, je lui ai pas du tout laissé l'espace pour quoi que ce soit. J'ai tout de suite catégorisé Ouais. comme lourdeau, quoi. Après, Et en fait, j'aurais. je pense que tu vois Ouais, tout de suite s'il est proche du gars et s'il est dans les ouais, dynamiques je ou sais pas. pas. Enfin, tu Ouais, vois, genre, peut-être. moi, bon, quand, enfin, déjà, je sors pas beaucoup. Enfin, je vais pas souvent faire la fête Mmh. et ça fait longtemps que je vais pas dans des clubs et tout ça. Enfin, je dis ça, mais je vais dans un club demain soir, mais c'est une soirée Walking House, donc va y avoir beaucoup de femmes, communauté queer, etc., plus que de mecs hétéros. Donc ça aussi, c'est ça qui est rassurant. Mais moi, depuis, ça fait longtemps que je vais plus trop aller danser, etc. J'ai un bar à côté de chez moi que j'adore, qui est un bar dansant dans lequel je vais assez régulièrement, mais je dirais genre tous les 3 mois, donc c'est pas, voilà. Mais à la fois, bon, moi je vis dans un arrondissement où harcèlement de rue, il y en a pas beaucoup, parce que ça reste le 11e. OK, c'est Bah, cool. ça reste le 11e, enfin, c'est quand même bien gentrifié, tu vois? Donc du coup, t'as pas ça. Ça, faut le reconnaître. Et même, en fait, j'habite juste à côté du 19e aussi, mais même là, en fait, j'en ai très peu. Enfin, j'ai l'impression que enfin, j'en subissais davantage quand j'étais il y a 10 ans qu'aujourd'hui. Ça veut pas dire que ça n'arrive plus, mais voilà. Et par contre, ce truc de genre, des gars dans les bars et tout ça, c'est que moi ça m'est alors attends, 2 histoires, attention. C'est que donc dans ce bar que je citais, ce bar dansant dans lequel j'aime bien aller, j'y suis allée en juillet et j'étais trop de bonne humeur. Moi j'adore danser, donc je danse à fond, je m'en fous du regard des gens et tout ça. Et en fait là, bah, j'ai rencontré un gars, et on s'est embrassés et c'était trop cool, c'était hyper spontané et tout ça et je me suis dit: «Ah putain, genre de rencontre trop bien», et on n'a pas poursuivi parce que c'était pas l'intention du moment. Mais donc ça peut t'arriver. Mais au contraire, 1 mois plus tard, j'y suis retournée et là, je me suis retrouvée dans une situation où j'avais l'impression d'être un bout de viande, quoi, et il y avait tous les gars qui voulaient juste me mordre. Parce que vraiment, à un moment, je me suis retournée. Enfin, non, mais il y a carrément, donc on était 4, et il y a carrément un de mes potes qui m'a pris le bras en me disant, viens au milieu de nous parce que t'es vraiment en train de te faire mater vénère, quoi. Et en fait, je m'en rendais pas compte parce que j'étais dos à la foule, près du DJ. Et en fait, en me retournant, là, j'ai vu, ah, tous les gars comme ça, et il y avait 80% de mecs et ce genre d'environnement-là, moi, je me sens pas du tout en sécurité et je me sentais pas du tout en sécurité. Et si quelqu'un était venu me parler, j'aurais été hyper méfiante, etc. Donc, je pense que ça dépend de l'environnement, ça dépend du contexte, ça dépend des gens avec qui t'es, ça dépend aussi de comment. Ouais, comment tu te sens? Ouais, ouais, je vois tout à fait. Bah, c'est cool hein, d'avoir ce genre de discours-là aussi, de dire que ça évolue, tout ce qui est harcèlement de rue et tout. Enfin, d'un côté, tu vois, c'est positif aussi de dire on le ressent moins maintenant et tout. Donc, Bah ouais, je trouve ça trop après, bien. oui, oui, moi vraiment, enfin après, bon, voilà, je relativise aussi parce que j'habite là où j'habite. Parce que j'ai l'âge que j'ai, dans le sens où je pense que ça se voit que j'ai pas 18 ans, tu vois? Que je pense que tu te fais beaucoup plus emmerder quand t'es plus jeune parce que les hommes savent que t'es une «proie plus facile» entre guillemets. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais, j'avais pas pensé au niveau d'âge et tout, mais t'as raison Ouais. qu'en effet, ça doit y faire aussi. Ouais, t'as Mais raison. bon, peut-être qu'il y a ça, peut-être qu'il y a aussi le fait que oui, ça a évolué, que, voilà, que les meufs se laissent vachement Mm, moins mm. faire qu'avant. C'est pas qu'avant elles se laissaient faire, mais maintenant on a trouvé des outils pour, ouvrir nos gueules en fait et donc du coup, ça fait un peu plus peur. Ouais, clairement, t'as raison, t'as raison. Puis il y a un discours que c'est beaucoup plus entendu. Avant, on n'en parlait pas du tout, hein, du harcèlement de rue. Enfin, il y a un truc où on déculpabilisant aussi pour la femme d'oser en parler autour d'elle. Et puis j'espère qu'aussi petit à petit, les hommes qui font ça se rendront compte que, enfin, tu vois, il y a plus de place dans la rue de nos jours pour ce genre de truc, même s'il y en avait Ouais, pas avant non plus. Mais bon, enfin, j'espère en tout cas qu'on leur laisse plus ouais. la place de le faire, Bah quoi. non et puis quand ils le font, en fait, ils sont affichés sur les réseaux sociaux.
y a pas Ouais, mal c'est de vrai, tu as nanas raison. qui font ça et je trouve que c'est un très bon outil. Déjà parce que ça te permet de te dire: «OK, moi je peux utiliser ça si jamais on m'emmerde», mais aussi ça les affiche. Ouais, et puis il y a un côté honteux aussi pour eux. Mmh. OK, ouais, ouais, c'est vrai que j'en vois aussi beaucoup passer des vidéos comme ça et en effet, c'est bien parce que le mec, ça le met face à son comportement et il se dit: «Merde, elle est en train de me filmer, je vais être affiché devant tout le monde, peut-être que ma mère ou ma sœur vont tomber dessus». Enfin, tu vois, je pense que c'est bien aussi d'un côté que ce genre de comportement soit affiché. Bon, bah, écoute, c'était une discussion hyper intéressante, on a beaucoup digressé, enfin, voilà, il y a plusieurs sujets qui sont arrivés, c'était trop, trop bien. On va clôturer ici parce qu'entre toutes les petites coupures, je pense qu'on a plus d'une heure d'épisode et là, dans ma tête, je suis en train de me dire: «Léa, c'est toi qui fais le montage, donc voilà». C'est ça, exactement. Donc voilà, on va clôturer ici. Je vais te poser ma dernière question que d'habitude, en général, j'envoie, mais là, j'ai oublié de te l'envoyer, donc pas de souci, c'est spontané. Est-ce que tu as une gentille, ou un gentil que tu aimerais entendre au micro Ouais, de Trop bonne, trop cool, ouais. qui te 1re vient comme personne qui ça? me vient en tête, c'est, Noémie, du compte Jetable, heu, qui, parle OK, de mode responsable avant tout. Noémie est devenue une amie, on s'est rencontrés via les réseaux sociaux, via Instagram, à des trop événements bien. et c'est devenu une très bonne amie et c'est pareil, une des personnes les plus gentilles et les plus généreuses que je connaisse. Trop chouette. Bah, écoute, Noémie, l'appel est lancé, trop bien. J'aime bien entendre des noms que je connais pas forcément. Je connais pas encore son contenu, donc je vais aller regarder tout ce qu'elle fait et trop bien. Bah, merci beaucoup, Merci Elena, à toi c'était trop Léa, c'était chouette. trop cool aussi. C'était trop, trop bien. Bah, on va conclure ici. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. C'était un épisode passionnant où on a traité des sujets qu'on n'avait pas forcément encore traités dans Trop bonne, trop cool. Donc, c'est pour ça que je trouvais important de t'inviter, Elena. Donc, Avec merci plaisir, pour ton merci à partage. Auditeurs, auditrices, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Trop bonne, trop cool. D'ici là, vous pouvez me suivre sur Instagram, trop bonne, trop cool. J'essaye de partager de plus en plus de coulisses, donc n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou par ici. Et puis, toujours les 5 petites étoiles sur les plateformes d'écoute, ça soutient ce podcast fait maison. Et voilà, j'ai envie que ce podcast soit propagé à travers toute la communauté des gentils, donc n'hésitez pas à le partager autour de vous, à qui ça pourrait faire du bien, parce que je reçois beaucoup de messages sur Instagram où on me dit qu'on se sent moins seul après l'avoir écouté, qu'on a l'impression que c'est des discussions entre copines ou entre amis. Donc voilà, n'hésitez pas si ça peut faire du bien à quelqu'un. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais des bisous. Merci encore, Elena. Et à très Bye. bientôt. Des bisous.